J'ai l'immense plaisir d'être aux côtés d'une brave dame que j'ai moi-même rencontrée il y a environ un an, donc juillet 2019, au niveau d'un bootcamp qui a été organisé par Medafco en Tunisie. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais commencer par la présenter. Une brève présentation, même si le profil est très, très intéressant, il y a énormément de choses à dire. Donc, voilà, sans trop tarder, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Mamio Tofay, qui nous vient du Sénégal et qui est consultante formatrice dans le YALI. Young Leaders Initiative, qui est aussi consultante ou membre d'un réseau de consultants d'affaires. Elle est aussi directrice du MDI, Management Development Institute, en Afrique francophone pour le renforcement des capacités en management et en leadership des agents de la santé à l'initiative Johnson Johnson. Donc, je suis très heureux de l'avoir aujourd'hui et de modérer cette session qui s'articulera essentiellement autour de la stratégie commerciale en temps de crise. Nous allons aborder divers sujets, mais qui s'articuleront toujours autour de la thématique principale. Nous commencerons par une première présentation que va nous dispenser Mamioto, et après, par la suite, voilà, il y aura un échange interactif. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au niveau du chat. Je les rassemblerai pour pouvoir en faire aussi un sujet de débat et enchaîner la discussion. Donc, sans trop tarder, on entre dans le vif du sujet. À toi la parole, Mamioto. Merci Yacine. C'est un plaisir de répondre à cette invitation. Merci à Leïla et aussi bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce webinaire. Bon, je ne vais pas revenir sur moi. Je pense que Yacine et Leïla ont vraiment fait de très belles présentations. Je vais aller directement dans le vif du sujet pour parler aujourd'hui de la stratégie commerciale de crise. Je veux juste aussi commencer par une définition de c'est quoi la stratégie commerciale avant d'aller dans le vif du sujet, même si aujourd'hui la crise Covid est là, sévit dans tous les pays, donc tout le monde le subit, ok, qu'on soit entreprise, entrepreneur, qu'on soit même tout ce qu'on veut, mais bon, la crise est là, il va falloir qu'on essaie de voir comment gérer pour s'en sortir et autres. Donc, pour vous dire que la stratégie commerciale, c'est comme une démarche. C'est une démarche qui permet à l'entreprise de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires en se rapprochant le plus possible de l'adéquation offre et demande. Ça veut dire quels sont les besoins sur le marché. Et moi, en tant qu'entreprise, comment je peux essayer de répondre à ces besoins-là pour essayer maintenant d'être beaucoup plus rentable ou bien d'essayer de gagner des profits et autres. Donc, ce qui revient à dire, la stratégie commerciale s'intègre dans la stratégie d'entreprise. Okay? Et ça regroupe un ensemble de méthodes et de solutions employées pour adapter l'offre de produits et de services à la demande, mais aussi pour s'imposer face à la concurrence. Ce qui revient à dire, lorsque vous êtes en train de faire une adéquation entre offre et service, il va falloir que vous essayez de voir quel est le produit ou bien le service qui vous permettra de vous distinguer et de faire mieux que vos concurrents. C'est pourquoi on dit que la stratégie commerciale se rapprocherait aussi de la stratégie de l'entreprise. Mais aussi, ça s'articule autour de 4 axes. Ça veut dire, avant même de faire une stratégie commerciale, il va falloir que vous fassiez une analyse stratégique de votre environnement. Okay? Dans les strates de votre environnement, de votre marché, quelles sont les opportunités, mais aussi quels sont les risques. Qu'est-ce que moi je vaux dans ce marché-là en tant qu'entreprise en termes de points forts, points faibles, et ça me permet de me préparer pour voir quel poids je mesure par rapport aux concurrents et autres. Mais aussi, dans une stratégie commerciale, il va falloir que vous déterminiez les objectifs et priorités. Parce que lorsqu'on fait une stratégie commerciale, on se dit que oui, notre objectif commercial, c'est d'atteindre tant de chiffres d'affaires dans les 3-6 prochains mois exacts. Donc, il y a une certaine priorisation et au niveau des marchés et parfois même et au niveau des différentes cibles. Et aussi va venir maintenant la mise en place d'un plan marketing mix adapté, à savoir le prix, produit, distribution, communication. Mais et même si aussi vous le lancez, il y a un quatrième axe un quatrième aspect qui se joint à ce que je viens de dire tout de suite, c'est le suivi et l'analyse des résultats. Ça veut dire pouvoir, est-ce que la stratégie commerciale qu'on est en train de dérouler, se passe comme on le souhaiterait
ou pas, et aussi essayer de voir est-ce qu'il y a des améliorations à faire en cours de route et autres. Mais aussi, lorsqu'on parle de stratégie commerciale, c'est de parvenir à fixer le bon tarif pour le produit. Vous savez, un prix peut être élevé, cher, moins cher et autres. Tant que c'est élevé et tant que aussi euh, vous l'avez fixé de manière légitime, le client n'aura pas de problème à pouvoir acheter ce produit-là, même si le prix est élevé. Il va falloir que vous puissiez parvenir à fixer le bon tarif pour le bon produit, ce qui est une condition indispensable pour légitimer la valeur d'un produit aux yeux du grand public, mais aussi pour permettre en même temps aussi d'atteindre les objectifs de vente déterminés. Donc, la réussite de toute stratégie commerciale passe inévitablement par une analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise avant la prise de décision sur la politique commerciale à adopter. Pourquoi? Parce qu'il y va de votre profil concurrentiel par rapport à vos concurrents. Si jamais vous vous y lancez sans pour autant prendre en compte vos points forts et vos points faibles, alors là, ça peut ne pas bien se passer pour vous. Vos concurrents peuvent en profiter pour faire ce qu'ils veulent et autres. Je voudrais aussi dire, nous sommes dans une période de crise Covid, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui est une pandémie qui se vit partout dans le monde, tout est chamboulé, et aux dernières nouvelles, on nous dit que toutes les entreprises seront affectées et autres. Donc, il y a lieu aujourd'hui de se poser la question, comment adapter sa stratégie à un climat de crise comme le coronavirus? Comment adapter une stratégie pour pouvoir survivre, mais aussi pour pouvoir prospérer? Il faut aussi adapter son organisation, comme je le disais aujourd'hui, adapter sa stratégie, son organisation à une crise qui s'annonce et qui se prolonge. Et comme première chose, moi, je demanderais à ce que vous investissiez sur le inbound marketing. Inbound marketing, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'utiliser vos sites Internet, vos blogs, vos référencements, les réseaux sociaux, la relation presse, site Internet. Si jamais vous avez un site Internet, c'est l'occasion actuellement de réviser les contenus et d'adapter les contenus par rapport à la phase de cette pandémie, mais aussi d'adapter vos contenus par rapport aux nouvelles orientations de l'entreprise, par rapport aux nouvelles adaptations de l'entreprise pour informer votre client de vos nouvelles adaptations et autres. Donc aussi de revoir aussi, je disais tout à l'heure, le référencement, ça veut dire que vous devez revoir votre position dans les résultats de moteurs de recherche et aussi être beaucoup plus actif dans les réseaux sociaux à travers vos followers, faire aussi des articles de presse, et tout ça s'inscrit dans le long terme car ce sont des bases qui vous sont déjà acquises. Et c'est le moment de faire votre place. Parce qu'aujourd'hui, si jamais vous n'occupez pas l'espace sur les réseaux sociaux, sur les blogs et autres, vos concurrents le feront. Pourquoi? Parce que partout actuellement, la majorité des pays, tout le monde est en confinement, semi-confinement, confinement partiel. Même si on a commencé à faire des déconfinements, c'est en mode veilleuse. Donc, le seul moyen qui permet de garder le contact avec vos clients qui sont vos meilleurs, qui sont vos acquis actuellement, qui sont vos actifs les plus précieux, c'est l'Internet. Donc, ce qui revient à il va falloir que vous ayez recours à l'inbound marketing et autres, mais aussi penser à mettre en place une communication régulière sur les réseaux sociaux, en essayant de relayer les dernières actualités concernant la situation sur vos pages, la situation sur vos pages, soit Facebook, soit Instagram, soit Instagram. Ah, ok. C'est la passion qui parle. C'est la passion qui parle. Voilà, exactement. Donc, je reviens très vite parce qu'on a une petite demande pour ralentir un peu le débit. On voit que, Oui, justement, moi, je te tutoie, Mam. Tu es très c'est pas grave. passionné, on voit une excellente maîtrise. Il y a juste une demande pour ralentir un peu le débit pour que tout le monde puisse suivre. Oui, il faut qu'il sache que quand je parle de marketing, bon, je suis hors de moi parce que c'est ma passion. Ouais, Voilà, mais je vais c'est ton essayer. domaine. Donc, je vais essayer. Donc, il va D'accord. falloir mettre en place une communication régulière sur les réseaux sociaux pour en essayant de relayer les dernières actualités concernant la situation. Vous pouvez les relayer sur vos pages, sur vos pages, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram et autres. C'est d'autant plus important quand la crise impose de prendre des mesures collectives. Des mesures collectives. Mais aussi, ça vous permet, en essayant maintenant de relayer l'information et les actualités, ça vous permet de jouer un rôle de sensibilisation auprès de votre public. Et malgré tout aussi, vous conservez une présence active sur le net. OK? Une présence active sur le net.
On peut utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux pour dépasser le contexte de la crise et pour cela, vous n'avez pas besoin de repenser entièrement à votre stratégie digitale, mais seulement de l'adapter. Donc, de l'adapter tout en restant rationnel et objectif, tout en restant rationnel et objectif dans vos publications. Et aussi, il faut publier plutôt des informations utiles pour votre consommateur, pour vos consommateurs et dans la mesure du possible, reliées à votre entreprise. Ça, des informations qui concernent, qui sont utiles pour vos clients, mais aussi des informations qui concernent votre entreprise. Tout à l'heure, j'avais dit, il va falloir qu'on s'adapte par rapport à la crise. Donc, le meilleur moyen d'informer les clients de vos adaptations, c'est aussi de communiquer avec les réseaux sociaux. Euh, donc, vous devez aussi vous assurer, vous devez aussi vous assurer, vous devez aussi vous assurer excusez-moi un peu, voilà. Vous devez aussi vous assurer, vous devez aussi vous assurer de toujours transmettre un maximum de positivité dans vos publications pour ne pas alimenter la panique déjà instaurée. Pourquoi? Parce qu'avec la crise, tout le monde est vraiment dans une panique totale, que ce soit entreprise, que ce soit client. OK? Il va falloir aussi que vous essayez de voir comment engager vos équipes. Comment engager vos équipes? Actuellement, on est en confinement, on est en période d'inactivité. Okay, ce qui revient à dire on a largement le temps. Donc, vous pouvez engager vos équipes pour essayer de mettre à jour votre site Internet, rédiger les articles de vos blogs et aussi essayer d'organiser des webinaires. Okay, et aussi essayer d'être actif sur les réseaux sociaux. Une autre astuce aussi que vous pouvez faire, c'est de couper les dépenses inutiles. Et je pense que mes prédécesseurs l'ont dit. Il va falloir que vous essayiez de revoir quels sont les budgets. Le budget, qu'est-ce qu'il faut évaluer aussi l'impact des différentes actions engagées, l'impact des différentes euh, euh, dépenses engagées pour essayer de voir là où il faut dépenser et là où il ne faudra pas, pas dépenser. Il va falloir aussi que vous essayez de négocier avec vos fournisseurs. Et je pense que la majorité des entreprises ont même déjà commencé à négocier avec leurs fournisseurs pour essayer de voir quelles sont les facilités qu'ils peuvent recevoir et autres. Tout à l'heure, je le disais, nous sommes dans un contexte de crise. Okay? Nous sommes dans un contexte de crise où vraiment on est dans l'incertitude totale. Donc, ce serait vraiment risqué pour une entreprise de vouloir mettre, de vouloir élaborer des projets d'envergure stratégique. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'incertitude totale, donc vous ne pouvez pas aujourd'hui faire des projets stratégiques dans le futur ou dans un avenir proche. Actuellement, vous devez privilégier l'opérationnel. Ça veut dire quelles sont les actions qu'on peut mener sur le champ tout de suite pour essayer d'avancer. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de privilégier l'opérationnel. Mais aussi, cette crise aussi ne doit pas vous empêcher de faire des offres. Vous pouvez faire des offres promotionnelles attrayantes sans pour autant brader vos produits et vos services. Et aussi, comme on est en période de crise, il va falloir qu'on fasse preuve de créativité en mettant en place des actions spécifiques qui feront un bon coup de publicité à votre entreprise. Et aussi pour vous faire connaître et garder une image dynamique auprès de votre audience. Donc, vous pouvez même en profiter pour mettre en place certaines promotions ou des services exceptionnels. Par exemple, adapter vos services de livraison dans la mesure du possible, que ce soit en réduisant les coûts de ces derniers ou en essayant juste d'étendre votre champ d'action. Et aussi, c'est l'occasion de fidéliser vos clients. Pourquoi? Je le disais tout à l'heure, ce sont vos actifs les plus précieux en temps de crise. Et il faut les chouchouter, il faut leur offrir un service inégalable. Fidéliser vos clients tout en améliorant l'expérience client. Les entreprises qui sauront vraiment tirer leur épingle du jeu dans cette situation de crise sont celles capables de mettre en place des campagnes de fidélisation pertinentes, des campagnes de rétention de leurs clients et autres. Et être en mesure aussi d'offrir la meilleure expérience consommateur possible est une technique gagnante. Maintenant, maintenant, à vous de voir comment le faire, mais aussi, vous ne pouvez pas le faire si vous ne connaissez pas bien vos clients pour essayer de les fidéliser. Mais c'est le moment de le faire, vous avez le temps de le faire. Et parfois même, il y en a qui mettent à contribution leurs clients.
Ça veut dire que lorsque leurs clients achètent des produits et autres, lorsqu'ils ont réussi à leur proposer un service adapté à cette période de crise et que le client est satisfait, parfois, vous voyez le client en train de partager son expérience sur Facebook pour inciter les autres à vouloir le faire. C'est pourquoi tout à l'heure, on disait aussi que vous pouvez mettre à contribution vos clients et ce sera à eux de vous recommander auprès de leurs pairs et sur les réseaux sociaux. Et je vois aujourd'hui beaucoup d'entreprises, leurs clients sont en train de faire la promotion même des entreprises dont ils sont en train d'utiliser les produits et autres. Et vous verrez avec moi que tout ce que je viens de dire, vous verrez avec moi que tout ce que je viens de dire nous renvoie au digital. Aujourd'hui, le digital est un terrain de jeu tout trouvé pour y parvenir. Et le client, pour y parvenir, et vous allez essayer maintenant d'offrir au client une expérience multicanale riche en développant des services et des offres personnalisées ou encore en faisant de l'assistance client, une véritable clé de voûte de la relation consommateur. Mais aussi, vous pouvez essayer de maximiser la valeur perçue et de se recentrer sur votre cœur de métier. La crise est venue, il y a eu une certaine mévente, certaines entreprises sont fermées, ne vendaient plus. On a vu quelques-unes des entreprises en train de se reconvertir. Si jamais vous vous reconvertissez dans un domaine dans une activité connexe où il y a une certaine similitude avec ce que vous faisiez, ça peut être bon. Mais si jamais vous n'avez pas cette flexibilité à vous reconvertir dans une activité connexe, là, il va falloir que vous vous recentrez sur votre cœur de métier. Les marques de secteurs d'activité les plus divers ont tout intérêt à se recentrer sur leur cœur de métier, à capitaliser sur leurs efforts et leurs avantages concurrentiels et aussi leurs points de différence avec la concurrence. Mais dans tous les cas, se reconvertir ou bien se recentrer sur son cœur de métier, l'essentiel, c'est de se positionner en tant qu'expert vis-à-vis des consommateurs. Et je vais revenir sur ça, le fait de se positionner en tant qu'expert vis-à-vis. Je vais revenir sur ça pour vous montrer comment et pourquoi. Bon, on peut tout bien aussi réussir à vendre mieux en période de crise. On peut tout bien aussi réussir à vendre mieux en période de crise. La crise, certes, elle revêt des aspects les plus décourageants, mais elle peut aussi stimuler notre esprit compétitif. Hier, je disais avec Leila avant-hier que c'est une crise, oui, elle est vraiment, elle n'est pas du tout la bienvenue. Bon, on ne s'y attendait pas du tout. Ça nous a découragés, mais je pense que c'est une occasion pour nous tous, de saisir cette opportunité de voir le bon côté de la crise pour essayer d'être réaliste, mais aussi d'être créatif. Réaliste, être créatif, mais aussi accepter la situation et se reprendre. Parce qu'on ne doit pas se laisser, on ne doit pas laisser cette crise éteindre notre combativité. Il est possible de vendre en temps de crise et certaines industries sont en boom actuellement. Les industries qui sont dans le secteur de la digitalisation, des drones, les IT, même si d'autres restent stables comme l'agroalimentaire. Maintenant, c'est à nous de voir comment nous adapter en nous orientant vers là où on a vraiment le plus besoin de nous. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait bien connaître vos clients, parce que si jamais vous ne connaissez pas vos clients, et aujourd'hui tout le monde est confiné, vous n'allez pas savoir comment anticiper sur leurs besoins en leur offrant des services adaptés et spécifiques. Donc, vous pouvez vous rattraper toujours en allant piocher dans vos fiches clients, même ceux qui achètent vos produits, ceux qui ne l'ont pas acheté, ceux qui nous ont renvoyés. Tous ces clients-là, vous en avez besoin aujourd'hui. Il va falloir piocher, et essayer maintenant d'entrer en contact avec eux, essayer de prendre des nouvelles d'eux, de ne pas rompre le cordon ombilical, de leur montrer que vous êtes là et vous êtes présent, et maintenant de communiquer avec eux sur vos différentes adaptations et autres. Et maintenant, le fait de communiquer avec eux, ça vous permet, vous, de reconfigurer votre offre pour qu'elle s'adapte aux besoins du moment. Pour qu'elle s'adapte aux besoins du moment. J'ai une amie qui est pharmacienne, qui a une boutique de cosmétiques qu'elle confectionne elle-même. Mais lorsqu'il y a eu la crise, elle s'est dit, pourquoi pas ne pas virer en gel aseptisant, pourquoi pas ne pas virer les produits de désinfectants et autres pour lutter contre le coronavirus et autres. Donc, c'est à vous de pouvoir maintenant être proche de vos clients et de développer certains réflexes qui vous permettent de pouvoir reconfigurer votre offre. Donc, vous devez jouer sur la différence en vous adaptant à vos clients.
Maintenant, à travers une écoute approfondie, vous allez définir quelles sont les motivations de vos clients afin de vous adapter au mieux, okay, par rapport à leurs attentes et autres. Okay? Donc, en faisant maintenant une proposition vraiment qui est exactement adaptée à ce que le client souhaite. Mais aussi en temps de crise, lorsqu'on parle de stratégie commerciale en temps de crise, il va falloir résister. Résister veut dire que vous ne devez pas brader vos tarifs. Okay? En période de crise, il est primordial de maintenir vos prix. Le prix, c'est le dernier élément sur lequel il faut toucher. C'est le dernier. Même aujourd'hui, il y a coronavirus et autres. De grâce, ne touchez pas à vos prix. Pourquoi? Parce que l'effet inverse, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas, dans l'esprit du client, ils vont se dire, est-ce qu'ils n'ont pas diminué la qualité pour nous l'offrir à un prix beaucoup plus bas? Donc, vous avez ce risque-là. Donc, pour l'instant, ne changez pas vos prix, vous les maintenez. Pourquoi? Parce qu'une des clés de succès pour vendre en période de crise sera donc de retravailler votre offre sur sa différenciation et non sur sa problématique tarifaire. Aujourd'hui, je vous ai dit de communiquer avec vos clients, de reconfigurer votre offre. C'est là-bas où se trouve le jeu, mais pas dans la baisse de vos prix. Et aussi, il faut savoir aussi réagir plus vite que vos concurrents. Okay? Soigner la réactivité et la flexibilité de votre acte commercial. Et cela requiert bien entendu de l'entraînement pour disposer de la rapidité intellectuelle consistant à restructurer votre offre et l'adapter aux besoins du moment chez votre client. Et c'est là-bas, si jamais vous n'avez pas une certaine maîtrise de votre cœur de métier, ça ne pourra pas être possible. C'est là-bas aussi, si jamais vous n'avez pas une certaine connaissance du marché et des clients, vous n'allez pas pouvoir développer ce réflexe-là. Donc, ce qui revient à dire, être en contact direct avec le marché pour comprendre et connaître, c'est un atout. C'est un atout parce que c'est ça qui va permettre plus tard de mettre une certaine différenciation dans votre offre et c'est ça qui va vous permettre de vous distinguer de vos concurrents. Aujourd'hui, les clients vont vous demander des solutions immédiates et rapides à mettre en place. Et parfois, de vous à moi, vous savez très bien que vous ne pouvez pas le faire. Mais je vais vous dire, de leur dire que vous pouvez le faire. Que vous pouvez le faire. Vous pouvez le dire, oui, on va le faire tout de suite, ce n'est pas un problème, on en a déjà fait, même si vous n'en avez jamais fait. Après, maintenant, c'est à vous d'aller voir comment vous allez vous débrouiller pour le faire. Est-ce que vous allez vous former? Est-ce que vous allez vous associer? Est-ce que vous allez sous-traiter avec quelqu'un? Si jamais vous ne le faites pas, ce client va voir votre concurrent. OK? Donc, ce qui revient à dire, dès l'instant que vous avez dit ça à votre client, il est crucial de répondre vite et de capter son attention. Sinon, une fois que vous lui dites que vous ne pouvez pas, il va aller voir le concurrent. Et s'il va voir le concurrent, même si le concurrent ne peut pas, il lui dira oui. Et après, maintenant, il jouera sur le temps jusqu'à ce qu'il trouve la solution à lui donner. Là où vous aurez pu le faire. Donc, une fois que le besoin est détecté ou créé chez le client, ne tardez pas à le conclure. C'est à vous d'aller vous débrouiller, soit vous lancer dans des alliances pour pouvoir satisfaire ce besoin du client-là. Donc, crise ou pas crise, il va falloir que vous soyez vraiment plus musclé que vos concurrents, plus fort mentalement. Donc, pour ça, tout à l'heure, je parlais d'une rapidité intellectuelle, connaissance du marché, mais aujourd'hui, pour être plus musclé ou bien plus fort que ses concurrents mentalement, il va falloir que vous appreniez à les observer et bien les observer durant un temps pour mieux les connaître. Voyez ce qui peut faire la différence et vous permettre de progresser contre vents et marées. Donc, il va falloir que vous ayez une forte dose de confiance en vous-même parce que ce sont vos décisions et vos actions qui vous permettront de trouver une issue à la crise. On peut s'en sortir en cette période de crise coronavirus. Je ne suis pas là pour verser dans le sensationnel ou bien dans l'émotionnel, mais on peut s'en sortir. Comment s'en sortir? C'est de voir beaucoup plus loin, car la crise, comme je le disais aujourd'hui, peut aussi être une opportunité. Et elle est une opportunité pour ceux qui s'y sont préparés et qui sauront s'adapter rapidement. Donc, il va falloir que vous puissiez mettre un système de veille économique, commercial de vos clients, mais aussi de vos concurrents, pour voir les tendances et pouvoir maintenant anticiper rapidement dans l'après-crise et sortir avec un produit et un service qui vous permet de vous différencier. Pourquoi? Parce que ça répond aux attentes spécifiques de vos clients. Soyez aussi à l'affût de toutes les opportunités qui peuvent se présenter pour vous. C'est ce que je venais de dire. Dites tout ce qu'on vous demande, dites que vous pouvez. Et maintenant, après, allez-y voir comment le faire
etc. Mais aussi, il faut tester de nouvelles méthodes de service ou de production. Pourquoi le tester? Ça vous permet aussi d'avoir un système de production flexible. Ça permet de travailler sur la flexibilité de votre système de production qui fait que qu'importe qu'on soit en crise ou pas, vous êtes modelable et cela peut vous permettre de ne pas gagner, de ne pas perdre de terrain en fait. Et aussi, il faut accélérer les prises de décision grâce à la réactivité. Des stratégies de réussite pour vaincre la crise, aussi pour réussir votre stratégie commerciale. Tout à l'heure, je parlais de la flexibilité. Elle est comme une meilleure source de profit, mais cependant, à elle seule, ce n'est pas suffisant pour marquer votre entreprise dans l'esprit de vos clients. Il faut penser à un minimum de flexibilité, oui, mais aussi à développer votre identité, votre marque et votre compétence de façon durable. Et là, pour le faire, c'est à travers le inbound marketing, la communication que vous allez établir entre vous et vos clients pour pouvoir marquer leur esprit, le souvenir même de votre entreprise aussi et autres. Donc, ne vous sentez pas obligé de vouloir contenter tous vos clients parce que ce n'est pas possible. Ne cherchez pas non plus à satisfaire tout le monde, mais il faut essayer d'en satisfaire quand même. Pourquoi? Si jamais vous en avez la majorité, c'est toujours bon. Établir et s'engager dans une stratégie ne demande pas d'être voyant. Okay? Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit qu'il peut voir ce qui va se passer demain, il va falloir vraiment être prudent parce qu'on est dans un contexte d'incertitude, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Mais il n'y a pas aussi besoin de faire des prédictions sur le futur. S'engager, vous engager améliore juste votre capacité d'innovation et d'adaptation. Et aussi, l'avantage concurrentiel ne consiste pas à faire mieux que vos concurrents, mais l'avantage concurrentiel vise à créer une valeur unique aux yeux de vos clients. Et cette valeur unique aux yeux de vos clients qui va vous différencier, qui va vous distinguer par rapport à vos concurrents. Il faut faire de la veille commerciale, oui, en temps de crise. Il faut poursuivre même la veille commerciale pour préparer l'avenir et aussi pour développer votre portefeuille client. Pas développer, mais continuer à le développer. Même en cette période de confinement, continuer à le développer, mais aussi à repérer ce qui tire profit de la crise actuelle pour connaître les futures tendances. Donc, deux actions importantes à faire dès à présent, c'est se mettre à l'écoute de vos prospects, et aussi de vos clients. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, créer une veille dédiée. Créer une veille dédiée qui vous permettra maintenant de préparer l'après-crise. Parce qu'après l'après-crise, vous devez être prêt. Donc, pour être prêt après l'après-crise, c'est maintenant qu'il faut faire une préparation pour rafraîchir toutes les pages concernant votre entreprise, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le net, que ce soit dans les blogs, revues de presse et autres. Maintenant, pour préparer l'après-crise, la crise actuelle a permis de mettre en exergue les limites des processus de vente et de communication traditionnels. Et l'impact énorme du manque de stratégie digitale sur les entreprises. Donc là, vous verrez que la transition vers l'online est en marche. La transition vers l'online est en marche. Donc, ce qui revient à dire, il va falloir que vous puissiez commencer dès à présent à mettre en place une communication, surtout en cette période d'incertitude économique. Donc, il va falloir que vous continuez à communiquer à votre public cible qui est vos clients, qui sont vos fournisseurs et autres. Et vous allez communiquer avec eux par email, par téléphone, et vous allez leur communiquer, les informer des mesures prises par votre entreprise. N'oubliez pas néanmoins de garder contact avec chacun d'entre eux et de la manière la plus humaine possible et avec beaucoup d'empathie. Je dis bien avec beaucoup d'empathie. Aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire qui aujourd'hui nous oblige à nous asseoir et à faire preuve d'empathie, à faire preuve d'humanité. Aujourd'hui, le client que je vois, je ne dois pas le voir comme celui qui doit m'amener de l'argent, mais je dois le voir comme un être humain qui a des besoins et je dois me mettre à sa place pour essayer de voir quels sont ses besoins, pour essayer maintenant de voir comment développer un service adapté pour pouvoir satisfaire son besoin. Et si cette période de confinement se prête mal à un discours, se prête mal aussi à un discours de vente agressif, elle est cependant l'occasion de travailler à la fidélisation de votre communauté Facebook en demandant simplement de leurs nouvelles, en proposant de l'aide comme du coaching à distance, par exemple.
Et aussi, vous avez aussi d'autres moyens comme les pop-up informatifs, les petites fenêtres qui s'ouvrent pour donner de petites infos sur vous, les réseaux sociaux, les newsletters qui fourniraient aussi diverses petites astuces utiles, ok, en période de crise. Non seulement vous devez communiquer sur votre entreprise, mais aussi vous devez communiquer sur des choses, des petites astuces qui peuvent être utiles, ok, à vos clients en période de crise. Il va falloir aussi adapter vos services de vente. Vos services de vente. Parfois aussi, les services de vente peuvent ne pas s'adapter au télétravail. Donc, il va falloir que vous puissiez brainstormer et rassembler vos équipes et ensemble, vous devez réfléchir sur les solutions qui s'offrent à vous. OK? Et vous allez voir. Et la vente en ligne, comme l'a fait la majeure partie des entreprises, a été d'un très bon atout, la vente en ligne. Et si votre produit peut effectivement se vendre sur le web, c'est peut-être le moment pour proposer un service de commande en ligne et de livraison à domicile. Et je pense que la majorité des entreprises a déjà commencé à le faire. Et là-bas, si jamais vous faites ce service de commande en ligne et de livraison à domicile, vous n'avez pas besoin de e-commerce complet. Et donc de grandes connaissances en digital pour ça. Un simple formulaire de contact sur votre site est suffisant. Seulement, vous ne devez pas oublier de mettre de dire si la livraison est gratuite et à partir de combien, dans quel délai, moyen de paiement, etc. Et si jamais maintenant vous étiez dans le secteur qui offrait des formations, vous pouvez toujours le faire via des plateformes de téléconférence, ok? Et ça peut être une solution provisoire avant de proposer le e-learning et les formations en ligne par la suite après le confinement. À côté de la vente en ligne, vous avez aussi une boutique en ligne. Vous pouvez faire une boutique en ligne ou bien vous inscrire sur des plateformes de vente en ligne. Il y a aussi beaucoup qui ont utilisé la plateforme Amazon. Et à la bonne nouvelle aussi, on a la boutique Facebook qui permettrait également de créer une boutique sur votre page. Et il suffit juste d'encoder vos produits dans des fiches reprenant directement différentes informations et d'intégrer un bouton acheter. Si votre activité ne peut pas se faire en télétravail ni passer par la vente en ligne, alors là, vous devez réfléchir à des services complémentaires. Vous pouvez décider d'offrir un contenu à vos clients via des vidéos ou bien des formations en ligne ou bien des webinaires. Okay? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire la vente en ligne, vous ne pouvez pas non plus faire du télétravail, mais vous pouvez, à travers des vidéos, offrir vos services et autres. L'enjeu de communiquer, l'enjeu de tout ça, d'utiliser les réseaux sociaux, est toujours de communiquer sur ces adaptations. Tout à l'heure, je disais que la stratégie commerciale, c'est comme une stratégie de l'entreprise. C'est une stratégie d'entreprise parce que la stratégie commerciale permet à l'entreprise de faire du profit et de faire du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, comme on est en confinement, on n'a que le net qui devient un autre outil de communication et un autre outil de vente et un autre outil de distribution. Donc, l'enjeu est de communiquer sur ces adaptations. Donc, à travers les réseaux sociaux, à travers mon site web, à travers mon blog, je peux informer mon client ou bien mes clients de mes différentes adaptations au cas où ils voudraient acheter mon produit, savoir comment le faire et autres. Maintenant, il va falloir aussi qu'on prépare l'après-crise. Hein. Donc, l'un des atouts du prolongement même des mesures de confinement, vous devez l'utiliser pour vous préparer à relancer vos activités. Okay, et d'en faire bon usage. Je ne dis pas qu'on doit continuer à prolonger, mais tant que c'est prolongé, vous devez le prendre à profit et vraiment vous préparer pour la relance. Et pour préparer pour la relance de vos activités, okay, et d'en faire bon usage. Donc, il y a une préparation à 2 étapes. Préparation en interne, donc faciliter le retour au travail, remobiliser les équipes, vérifier le moral des troupes, mais aussi pour penser à toutes ces mesures, essayer de créer une cellule stratégique, okay, qui serait une bonne idée et son objectif sera de réfléchir au monde après le coronavirus et aux conséquences certaines et moins certaines de cette crise, à l'impact sur votre entreprise, okay, et la meilleure manière aussi de le limiter. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de la veille stratégique et autres pour se préparer. Je vais finir avec deux paramètres, mais aussi la préparation en externe. Donc, il faut gérer votre marketing de relance. Ne pas oublier non plus la communication externe de votre entreprise. Donc, commencez cette phase dès à présent pour ne pas perdre le contact avec vos clients. Et
Pour vous aider à préparer votre reprise, il va falloir que vous puissiez préparer déjà des campagnes de publicité. Facebook, par exemple, permet de préparer en brouillon. Mam, je vais juste interrompre très rapidement parce que je pense que Oui, la deuxième partie serait très, très intéressante. Juste essayer de rassembler en quelque sorte la première partie de l'intervention oui, qui regroupe plusieurs éléments, donc à savoir des bonnes pratiques très, très intéressantes, très, très utiles. oui. Je dirais qu'en premier lieu, on note qu'il y a un leitmotiv qui se répète pratiquement tout le temps durant toute la présentation, qui est le mot client. Donc, le focus client est très important. Surtout, Mhm, normalement, c'est important durant tout le processus d'une entreprise, mais là, en période de crise, c'est essentiel d'être à l'écoute du client. C'est vrai que c'est mhm, une période qui est incertaine, où l'incertitude est le maître mot, mais mhm, aussi c'est une opportunité voilà, pour créer soit une adaptation des services ou mhm. aussi une forme d'empathie avec le client. Ouais, Donc, ouais, j'aimerais ouais. revenir sur un premier point. Il y a eu Mhm, une question par rapport au mix marketing, donc aux mhm, 4 mhm, P. mhm. Si tu peux on va dire, les détailler un peu plus OK. pour que nos participants puissent à la fois connaître l'importance de la communication au niveau des 4 P, mais aussi les trois autres éléments. OK. Je l'ai fait exprès de ne mettre pas, de n'avoir pas développé trop sur les 4 P du marketing mix. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui font la confusion entre stratégie commerciale et le mix prix et Mhm. distribution. Donc, vous voyez, et c'est pourquoi j'ai commencé la séance au début avec une définition de c'est quoi la stratégie commerciale pour montrer que ça va au-delà même des 4 P. Parce que je vais revenir sur les 4 P tout à l'heure. Ça va au-delà des 4 P. Parce qu'aujourd'hui, avant de faire une stratégie commerciale, il va falloir qu'on se pèse pour voir, moi, en tant qu'entreprise, quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles. Sur quel produit et service, mais sur quel marché je peux aller et m'en sortir, et bien m'en sortir, même s'il y a des concurrents. Ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez d'abord une analyse de l'environnement. Maintenant, j'ai fait une analyse de l'environnement, j'ai vu que je suis fort là, j'ai un petit point faible là-bas, mais si jamais je me lance dans tel secteur, je sais que là, je serai le meilleur. Maintenant, comment me lancer dans tel secteur concrètement? Et concrètement, me lancer dans tel secteur, c'est à travers ce que tu viens de dire, les 4 P du Maximix. Parce qu'une entreprise se lance dans un secteur à travers son produit. OK, mais ce produit va se vendre tout seul. Vous ne verrez jamais une entreprise attraper son produit en disant que oui, je vends mon produit sur le marché. Il va lancer son produit directement sur le marché. Son produit est seul, mais il va l'accompagner. Le produit, vous allez voir sur le produit qu'il y aura le prix. Mais aussi, l'entreprise va tout faire pour que son produit puisse être logé dans un point de vente, soit dans une boutique, dans un supermarché. Ça veut dire là, je suis en train de parler de la distribution. OK? Et aussi, vous n'allez jamais voir un produit seul, sans nom, sans prix. Ça veut dire tout produit que vous allez voir sur le marché a un prix. Et aujourd'hui, maintenant, pour fixer le prix du produit, il va falloir que vous essayez de voir quel est le pouvoir d'achat des clients. Pour fixer un prix, on ne va pas s'enfermer dans son bureau et dire oui, je vais essayer de le vendre à 2000, 3000 extra. Non, il va falloir que de l'étude de marché que vous avez fait, des clients que vous allez cibler, quel est leur pouvoir d'achat, ok, pour essayer maintenant d'avoir une idée du prix que vous allez fixer et qui fera qu'ils vont accepter de le payer. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais, si jamais un prix est vraiment très, très élevé et que c'est justifié légitimement, pourquoi on a misé sur la qualité, on a misé sur. Et tout ça, ce sont des aspects qui vont convaincre le client, OK, et de le faire accepter du fait que le prix doit être cher. Maintenant, lorsqu'on parle du mix promotion, c'est le mix de la communication. Le mix de la communication, c'est de faire la publicité. Ça veut dire que je vends mon produit, mais il va falloir que j'informe mes clients que j'ai lancé mon produit sur le marché et que ça existe dans telle boutique, ok, ça existe aussi dans tel marché, etc., etc. Maintenant, l'objectif de la publicité, d'office, ce n'est pas d'office quand je fais de la publicité, les gens vont le savoir. Mais l'objectif de la publicité, c'est de faire acheter mon produit, le faire connaître, mais de le faire acheter. Si jamais les gens connaissent mon produit et ne l'achètent pas, est-ce que je vais avoir un chiffre d'affaires? Est-ce que je vais être rentable? Non. Donc, on fait de la publicité, le mix promotion, c'est non seulement d'informer pour euh, euh, convaincre le client et l'amener okay, à acheter le produit. Donc, vous avez le produit et le produit doit être adapté aux besoins du client. Et tout produit a un prix et le prix doit être fixé par rapport au pouvoir d'achat même
par rapport au pouvoir d'achat même, par rapport au pouvoir d'achat même du client. Okay? Mais aussi, vous avez le mix distribution. Ça veut dire qu'il va falloir que l'entreprise essaie de voir quel est le réseau de distribution qui se prêterait à son produit. Mais aussi, lorsqu'on parle de réseau de distribution, il faut essayer de voir aussi où se trouvent vos clients. Supposons que mes clients sont à Casa, mais mon entreprise est à Fès. Est-ce que je dois faire un réseau de distribution à Fès? Ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi je vous ramène toujours aux clients, parce que tout ce que vous allez faire, que ce soit votre stratégie commerciale, tout ce que vous allez faire doit partir de vos clients. Où est-ce qu'ils sont? Et sur la base de là où ils sont, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a un distributeur à qui je peux donner mon produit pour qu'il le vende. Et à partir de là où ils sont, est-ce qu'ils ont une bonne connexion Internet? Est-ce que je peux faire la vente en ligne? Est-ce qu'ils pourront le faire? C'est ce qu'on appelle la zone de chalandise. J'essaie de voir là où a l'habitude de passer mon client et là-bas, je vais mettre mon circuit de distribution. OK? Je pense que j'ai fait les 4. Hein? Oui, Sinon, oui, on avait parfait. communication, c'était la publicité. Exactement, c'est top. Et Mhm. c'est ce qui va nous amener aussi à un deuxième point. Mhm. Tu as parlé et pleinement de l'orientation marché, de tout ce qui est relatif à la flexibilité, et surtout en Mhm. cette période de crise. On a une Mhm. deuxième question qui concerne, on va dire, le choix de la segmentation du marché. Mhm. Serait-il intéressant de prendre, on va dire, considération essentiellement des caractéristiques du client, donc en faisant en sorte de prévoir ou d'identifier notre persona ou nos différents personas, serait-il intéressant de prendre ces caractéristiques ou, dans une deuxième option, se focaliser essentiellement sur le produit, l'utilisation, l'intérêt pour le client, comment le comportement du client est vis-à-vis de ce produit ou de ce service? Si jamais je devais m'exprimer sur le plan marketing, il faut partir toujours du client. Okay? Même si aujourd'hui je prends votre deuxième angle, c'est toujours bon. Ça veut dire que vous avez anticipé. Vous n'avez pas attendu que le client vous dise je veux ça. Mais c'est là, quand vous le faites, c'est parce que vous connaissez très bien le client. C'est ça qui vous a amené à anticiper sur son besoin et ne pas attendre qu'il vous dise j'ai besoin de ça, mais vous savez qu'il en a besoin. C'est ce que j'avais l'habitude de dire. Celui qui a créé le téléphone portable n'a pas attendu qu'on lui dise est-ce qu'on pouvait avoir un téléphone portable. Mais il s'est dit seulement que nous tous, on utilise un téléphone fixe, mais si on sort de chez nous, on ne peut pas nous joindre. Ça veut dire que le téléphone est fixe. Est-ce que pourquoi pas ne pas réfléchir à un téléphone qui est mobile? Mais c'est parce que cette entreprise-là a compris, ou bien a cherché à connaître, à comprendre ses clients. Et c'est ça qui a fait qu'il a pu anticiper. Aujourd'hui, vous pouvez aussi utiliser des personnages. Je sais pas si je peux parler du empathy map. Vous pouvez faire le empathy map, ça veut dire essayer de voir le type, le client type. Mais quand vous faites des exercices comme le client type avec le empathy map, ça, vous devez le faire avec des équipes. Et chaque équipe doit se préparer et aller faire des recherches sur les différents types de clients. Maintenant, sur toutes ces caractéristiques des différents types de clients, et c'est là-bas où ils vont dresser la empathy map. Okay. À partir de ce mettre en empathy map, ils vont dire que oui, je connais telle, elle s'appelle Mami Auto, elle est sénégalaise, elle aime ça, et elle travaille dans une université, elle fait ça et ça. Après, on va dire que oui, on a vu aussi un autre client type qui s'appelle Leila, elle fait ça et ça. Mais là, pour le faire, il va falloir que vous collectiez des informations d'abord sur le marché et sur la connaissance et sur les clients. Maintenant, si jamais je prends aussi le fait d'aller travailler directement sur le produit et sur le service, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué parce que vous êtes en train de créer des produits et des services sans pour autant vérifier si les gens en ont besoin. Aujourd'hui, même si vous faites aujourd'hui le marketing, ils vont vous dire qu'en 1929, la crise économique, c'est parce qu'il y a eu mévente. Mais qu'est-ce qui a créé cette mévente? Parce que les gens se sont enfermés pour aller créer des produits et des services sans pour autant se baser sur les besoins des clients. Et aujourd'hui, quand on va au marché, on ne va pas acheter les produits dont on n'a pas besoin. Et c'est ça qui a fait qu'aucune entreprise n'a vendu. Donc, ils n'ont pas fait de chiffre d'affaires, aucune entreprise n'a vendu. Aujourd'hui, on peut faire des produits et des services et après maintenant les lancer sur le produit, oui, mais il va falloir connaître vraiment le marché et les clients pour ensuite essayer de voir comment anticiper au fait. Mhm. Bien, parfait, parfait. Ouais. Je pense qu'on va rester toujours avec le client. Je pense qu'en cette période de crise actuelle, euh, les besoins et Mhm. aussi le comportement du client a changé. Mhm. Jusqu'à quel point, ou je dirais, quelle serait la bonne stratégie ou les bonnes pratiques à adopter pour reprendre connaissance de l'évolution des besoins du client et pour pouvoir après adapter notre offre au service? Tout à l'heure, je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Vous savez, lorsqu'on fait de la prospection, voilà, lorsqu'on fait de la prospection, on appelle le client, mais c'est l'occasion de le faire.
Tout à l'heure, j'ai dit appeler chacun d'entre eux et avec empathie et avec humanité. De un, vous devez vous enquérir de leurs nouvelles, de leurs conditions, comment ils le vivent. On ne sait jamais. Peut-être même en les écoutant, vous pouvez avoir une idée à quelque chose et être créatif et innover. On ne sait jamais. Tout à l'heure, je l'ai dit. J'ai parlé de la dimension humaine, j'ai parlé de la dimension empathie. Aujourd'hui, lorsqu'on vend nos produits, on a tout le temps pour les appeler chacun d'entre eux pour qu'ils achètent. Aujourd'hui, en période de crise, on doit aussi les appeler chacun d'entre eux. Maintenant, si jamais on a des milliers de clients, je sais que l'appel ne sera pas possible, mais vous pouvez être proche d'eux à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec Facebook, on a une communauté de milliers de. Et tous les jours, en leur parlant, en interagissant avec eux, toujours, tout ça, ça peut vous servir. Et même là-bas aussi, je vais même dire ce que je n'avais pas prévu dans ma présentation. Et même là-bas, le fait d'interagir avec eux tous les jours sur vos pages Facebook, Instagram et autres, ça peut vous permettre de faire même des séances d'innovation et de faire de la co-création. Ça veut dire que même en discutant avec eux, les clients peuvent vous dire oui, vous ne faisiez tel produit, pourquoi pas ne pas faire ça et ça, pourquoi pas ne pas, ne pas. Okay? Donc tout ça, c'est possible. C'est pourquoi je dis la crise est là, on n'y peut rien, mais profitons-en et mettons-le à profit. Okay? Aujourd'hui, je peux parler à des milliers de followers sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, à n'importe quelle heure. Je peux transcender l'espace et le temps, mais il faut en profiter et en profiter même pour faire de la co-création. Peut-être que même les produits et les services qui vont venir de l'après-Covid seront issus même de nos discussions avec nos clients. On ne sait jamais, c'est toujours de la co-création qu'on est en train de faire. Parfait, parfait, Mhm. parfait. Donc, voilà, on a un commentaire de Hicham que je Mhm. remercie, qui nous, voilà, donc qui a en fait rebondi sur le point des 4P et qui a dit que effectivement, donc, la stratégie de communication va au-delà des 4P traditionnels. Donc, on Mhm. ne parlera pas que du prix, que de la promotion product ou bien place, mais on ira vraiment jusqu'au people, process, physical evidence, packaging, publicity, public relations. Donc, Mhm. ça rejoint effectivement ton Ouais, intervention, Mam. ouais, ouais. Et je voudrais ajouter une chose pour vous dire que Oui, les 4 P, ce sont les 4 P du marketing mix traditionnel. Mais aujourd'hui, effectivement. ces P ont évolué en 6 P. Vous allez aux Super. États-Unis, c'est jusqu'à 10 P. Tout ça, ça va dépendre de l'entreprise. Il y en a même qui incluent leurs fournisseurs dans les P. Pourquoi? Parce que si jamais vous n'avez pas de ressources, les matières premières de bonne qualité, comment pouvez-vous faire au finish des produits de bonne qualité? Donc, ça veut dire je peux inclure même mes fournisseurs dans les P. Ça dépend. C'est à l'entreprise de voir ce qu'il faut faire. Ouais. Exactement, exactement. On a aussi une question de la part d'InfoCasa. Je ne sais pas si c'est le nom de la personne exactement, mais voilà que je remercie pour la question et j'invite toutes les personnes qui ont des questions pendant cette première partie à nous les envoyer via le chat et après on ouvrira l'occasion pour tout le monde pour pouvoir échanger si vous le souhaitez à travers les micros. Donc la Mhm. question ici, c'est relative au fait que cette période va ouvrir plus la porte à une concurrence assez rude en post-crise ou en post-Covid. Et la personne, elle demande ici comment peuvent les entreprises par la suite changer et mettre en place un bon business model qui sera capable d'assurer la continuité de l'activité et permettre d'être plus proche de ses clients. Donc là, on a parlé en quelque sorte des moyens, je pense que tu as bien évoqué l'intérêt du digital et aussi le fait que le digital offre plusieurs opportunités aux entreprises pour pouvoir échanger de façon pratique et très proche avec l'ensemble des clients. C'est Mhm. difficile de les contacter tous, surtout si on Mhm. a une centaine, voire quelques milliers de clients. Donc, ça va être difficile, mais le digital peut nous permettre ça. On va Mhm. rebondir peut-être sur une question qui a un lien particulier avec la stratégie commerciale, mais on va parler ici aussi de business model. Mhm. Euh, Quels seraient peut-être les moyens de pouvoir faire un certain pivot au niveau du business model en se basant sur notre communication avec les clients en cette période de crise? Répétez, j'ai pas bien compris. Pivot, mais allez-y, répétez encore. Euh, c'est par rapport au business model. En fait, c'est la question OK. qui nous fait un peu sortir du cadre de la stratégie commerciale, mais c'est en quelque sorte lié parce Oui, mais que c'est toujours bon, oui. Mhm. voilà, en entreprise, tout est emboîté. Donc, l'idée ici de la question, c'est en se basant sur la stratégie commerciale, comment peut-on faire une évolution ou un pivot au niveau du business model pour pouvoir assurer la continuité de l'entreprise? OK. Pouvoir assurer la continuité de l'entreprise. Vous savez, actuellement, tout à l'heure, je l'avais dit, euh,
Votre business model pour faire un pivot et autres, actuellement, vous ne pouvez pas ne pouvez pas vous aventurer à faire des orientations stratégiques parce qu'une orientation stratégique ou bien une, un choix, un choix ou bien une reconversion, tout ça, tout ce qui est stratégie pour l'instant, il faut le mettre à terre. OK? Parce qu'on est dans une période d'incertitude, il faut le mettre à terre, mais aussi il faut essayer de collecter beaucoup d'infos. Essayez de voir maintenant dans votre domaine d'activité, dans votre entreprise, quelles sont les actions que vous pouvez faire tout de suite. OK? Comment vous pouvez faire d'autres activités supplémentaires ou bien connecter en relation déjà avec votre entreprise et qui ne vous amènent pas à changer tout votre business model. Vous savez, à côté de chaque business model, il y a toujours une similarité avec un autre domaine. Essayez de voir comment vous pouvez exploiter ça et faire des actions opérationnelles sur le tas. Maintenant, attendez d'abord que les choses se tassent. Le temps que maintenant les choses se tassent, vous pouvez essayer de collecter beaucoup d'infos. OK, mais être très sélectif dans la collecte d'infos pour ne pas aussi utiliser l'intox. Maintenant, c'est le fait de glaner beaucoup d'infos, de suivre les tendances de votre marché, de suivre les concurrents, les clients et autres. C'est ça qui va vous donner euh, une idée de ce que vous allez faire plus tard et de manière stratégique. Ça veut dire, est-ce que vous devez faire évoluer carrément votre business model ou bien est-ce que vous devez juste incorporer une autre activité dans le business model et autres. Mais pour l'instant, si jamais vraiment vous ne pouvez pas vous reconvertir, je suis désolée de vous le dire, glaner le maximum d'infos. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise qui a beaucoup plus d'infos, l'entreprise qui connaît beaucoup plus ses clients, l'entreprise qui maîtrise, bien connaît beaucoup plus ses concurrents, c'est cette entreprise-là qui va sortir son épingle du jeu. Ne soyez pas à l'affût de dire oui, il faut que je fasse une activité pour etc. Je suis d'accord qu'on est en période de crise, on est en période de manque et autres. Je suis d'accord, mais il va falloir le faire bien. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de stratégie. Et qu'on parle de business model, qu'on parle de stratégie de commercialisation, jusqu'à présent, c'est de la stratégie. Comment on va faire les choses? Mais comment on va faire les choses? Attendez que tout soit clair à votre niveau. Si jamais ce n'est pas clair, ne vous lancez pas. Maintenant, seulement, essayez de voir sur l'opérationnel, sur le tas comme ça, quelle est l'activité que votre business model peut vous permettre de faire. Regardez, essayez de voir en quoi votre business model est flexible et vous permet de faire une autre activité que vous ne faisiez pas, mais que vous pouvez faire sans pour autant que cela ait un impact négatif, okay, sur vous. Et maintenant, si jamais vous voulez faire un virement à 380 degrés ou bien 360 degrés, c'est très tôt pour le faire. En période d'incertitude, on ne prend pas de décisions stratégiques. Maintenant, vous pouvez guetter le temps, suivre les tendances, regarder les chiffres, okay, suivre les infos pour voir la tendance et maintenant faire des projections sans pour autant vous lancer. Le moment où vous allez vous lancer, l'environnement vous le montrera. Et là-bas, ce sera à votre guise. Parfait, parfait, Mam. Donc, c'est très intéressant. Il faut être flexible, mais pas au point carrément de tout changer. Voilà. Voilà, tout En période de chamboulé. crise, voilà, exactement. L'incertitude prime. Donc, l'idée, c'est de ne pas vraiment tout chambouler, mais rester à l'écoute en étant flexible. Voilà, voilà. J'aimerais rassurer Ali. On va aborder ta question dans quelques instants. C'est moi qui ai interrompu Mam un peu. Elle avait commencé à parler post-Covid ou post-crise, mais voilà, je l'ai interrompu juste pour qu'on reste sur la partie avant Covid. On va y revenir dans quelques instants. J'aimerais peut-être interroger Mam sur. C'est vrai que c'est primordial et on sent d'après ton allocution et d'après toute la présentation, la discussion, c'est très intéressant d'adopter une stratégie commerciale et c'est même essentiel et primordial pour pouvoir survivre en période de crise. Je poserai la question principalement sur, on va dire, le back-office. C'est très intéressant de mettre en place la stratégie commerciale pour les clients, mais maintenant, comment pourrait-on impliquer et intégrer l'équipe, l'ensemble des départements de l'entreprise dans cette philosophie, dans la constitution ou la conception de la stratégie commerciale? Vous savez, lorsqu'on parle de stratégie commerciale, c'est tous les départements qui sont impliqués, que ce soit stratégie, le top management, ressources humaines, OK? Ressources humaines, finances, communication, tout le monde est impliqué. Tout à l'heure, pourquoi j'ai dit qu'il va falloir faire une analyse stratégique de l'environnement? C'est pour permettre au top management de savoir, OK, quel choix stratégique faire. OK? Mais aussi tout à l'heure, pourquoi j'ai parlé de la politique du marketing mix, là-bas, c'est non seulement sur le département communication, département vente et financier. Pourquoi? Parce que c'est le département finance qui va me donner les moyens pour acheter les matières premières et aller maintenant faire et aller maintenant lancer le produit et autres.
OK? En back-office, pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie commerciale se rapproche de la stratégie d'entreprise. Parce que la stratégie commerciale ne concerne pas seulement le département marketing, ni le département vente. Ça concerne tous les départements. Que ce soit le top management, que ce soit le département vente, marketing, ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir les personnes qualifiées pour ça. Que ce soit aussi le département finance pour pouvoir le faire. Et tout à l'heure, je disais qu'actuellement, en période de crise, tous ces départements-là peuvent ne pas travailler sur ça, mais on peut les redéployer, OK, pour qu'ils puissent essayer maintenant, à travers leur département, de communiquer sur ce que leur département est en train de faire, les nouvelles adaptations, et de communiquer sur tout ça, soit sur Facebook, soit sur leur site web et autres. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais d'engager vos équipes. OK, engager vos équipes, ce n'est pas de dire, vous êtes au département marketing, faites des choses que sur le plan marketing. Non, ceux qui sont dans le département marketing aujourd'hui peuvent vous faire des contenus pour montrer aux clients les adaptations qui ont été faites sur les produits ou bien sur les services. Mais aussi, ceux qui sont dans le département finance, ils peuvent montrer aussi en quoi aujourd'hui ils vont injecter, okay, revoir le budget pour accompagner l'entreprise dans ces adaptations-là. C'est un ensemble, hein, c'est un tout. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai fait exprès de n'avoir pas montré que la stratégie commerciale est du domaine seulement du marketing. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble de procédures et c'est un ensemble d'activités et de personnes impliquées. Parfait, parfait. Donc, c'est clair qu'il doit y avoir un certain consensus et une certaine communication aussi entre l'équipe pour pouvoir passer et plutôt dépasser cette période. Donc, voilà, je vais revenir vers toi, Ma, mais je vais te demander de continuer la réflexion en post-crise. Mais j'étais même en train de terminer parce que j'étais même en train de terminer parce qu'il me restait que 2 points. Oui, Bon, tout à l'heure, je disais qu'il fallait aussi se préparer en externe, donc gérer son marketing de relance. Et lorsqu'on parle de marketing de relance, ça rejoint un peu la question que tu demandais et les autres en back-office, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout le monde est impliqué, tous les départements sont impliqués et chacun doit communiquer de quelles sont les adaptations que son département est en train de faire pour accompagner l'entreprise, au fait. Et cette phase commence dès à présent. N'attendez pas qu'on dise que oui, Covid est parti et autres. C'est déjà présent. C'est à présent et pour vous aider maintenant, pour vous aider maintenant à faire, à préparer la reprise, il va falloir qu'on prépare déjà à présent des campagnes publicitaires Facebook pour montrer qu'on est sur le point de reprendre. OK, permet aussi de préparer en brouillon des publicités dont l'objectif est d'assurer la notoriété de votre marque. C'est pourquoi je disais qu'en période de crise, même si on est en confinement, même si tout est fermé, vous ne devez pas laisser la notoriété de votre marque mourir. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes achètent votre produit ou bien votre service? C'est la marque. Quand je parle de téléphone, ils vous disent quel est le meilleur téléphone? Ils vous disent iPhone, Apple. C'est la marque qu'ils sont en train d'acheter. Donc, ce qui arrive, il va falloir beaucoup communiquer sur votre marque pour ne pas la laisser mourir. Attention aussi, il faut pas, néanmoins, il ne faut pas aussi être vraiment trop agressif dans votre discours de vente. Il faudra trouver le juste milieu pour attirer sans avoir l'air de pousser à l'achat. N'oubliez pas que le mot d'ordre en matière de communication sera la bienveillance et l'empathie, ce dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, travaillez votre visibilité naturelle sur le web, pour optimiser dès à présent. Il faut optimiser dès à présent votre site web et être au top de votre forme au moment de la reprise. Pourquoi je disais tout à l'heure, il faut communiquer? Parce qu'en temps de crise où tout est fermé et autres, les clients n'ont qu'un seul outil, leur téléphone portable et leur ordinateur. Et maintenant, si jamais il y a un de vos concurrents qui est tout le temps sur le net et autres, il a tout le temps nécessaire pour charmer vos clients et ensuite vous les choper. C'est pourquoi il va falloir que vous occupez l'espace, les réseaux sociaux. Si jamais aussi vous vendiez sur place et que la crise est là et que vous vous êtes redéployé pour vendre, maintenant faire livraison à domicile, vente en ligne, il va falloir les communiquer ces adaptations à travers les réseaux, à travers votre site internet et autres. Parce que si jamais vous ne le prenez pas, le concurrent va vous ravir la vedette. C'est ça qu'il faut éviter. Je vous remercie. Donc, je tends les parfait. questions-réponses pour développer davantage. Parfait, parfait. Donc, voilà, c'était vraiment très, très clair. On sent la passion, comme on l'a dit au début. Je vais enchaîner avec une question de Ali. Donc, Ali a posé une question relative
au post-Covid, Mhm, est-ce mhm. que, on va dire, tout ce qui est commerce normal, traditionnel, est voué à la disparition après la crise, après le confinement? C'est-à-dire, est-ce que le e-commerce va prendre le dessus? Est-ce qu'il n'y aura plus de boutiques? Là, on va dire, c'est Il est plus une pessimiste, il est réflexion. catastrophique, lui. Il est pessimiste. Oui, Non, non, non. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on arrête d'avoir peur parce qu'on a vu pire que Covid. Hein. Donc, euh, euh, je ne dirais pas qu'aujourd'hui que les boutiques vont continuer, mais ils ne vont pas aussi disparaître d'ici tôt. Okay? Pourquoi? N'oubliez pas aussi, tout à l'heure, je vais revenir sur les clients. N'oubliez pas qu'on a une typologie de clients. Okay? On a une typologie de clients, on a les clients traditionnels qui ne sont pas sur le net. Donc, ces gens-là, ils vont acheter où? Vous allez les forcer à aller en ligne? Ce n'est pas possible. Non, il va falloir juste faire une reconfiguration. Voilà, peut-être que tout a été chamboulé par la COVID, je suis d'accord. Maintenant, après COVID, il va falloir essayer de voir quel est le contexte qui se prête à nous et reconfigurer. OK? Aujourd'hui, et reconfigurer votre activité et votre mode de faire. La distribution ou bien la vente en ligne, ça fait plus de 15 ans, 10 ans, 15 ans qu'on le fait depuis lors. Et pourtant, les boutiques n'ont pas disparu. Peut-être que maintenant, les gens vont multiplier leurs canaux de distribution. Ils vont faire peut-être physique et en ligne, essayer de s'adapter. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de dire ça va disparaître, ça va continuer. Il faut attendre de voir le contexte d'abord. Mais la réussite de tout ça va se résumer à quelle structure mettre en place et qui fait que, qu'il y ait crise ou pas, on est là. Qu'il y ait crise ou pas, ça peut toujours marcher. Donc, soit essayer de voir une distribution ou bien un business model multicanal qui offre différentes voies, boutique en physique, vente en ligne, etc., etc. Tout ça, il faut revoir. Qui fait que si jamais on a un obstacle là-bas, ça peut toujours fonctionner. Okay? L'essentiel aujourd'hui, c'est de s'adapter, mais aussi de voir comment innover pour s'adapter, pour ne pas être secouable ou bien facile à secouer en temps de crise ou bien lorsqu'il y a aussi un problème ou bien un fait économique qui n'est pas qui est assez négatif pour nous. Euh, je vais vous dire aussi une chose, c'est le corona aujourd'hui qui est venu. Dans le futur aussi, d'autres choses vont venir. C'est pour vous dire que nous évoluons dans un environnement. Et vous savez, dans un environnement, il y a toujours des facteurs incontrôlables. Et les facteurs incontrôlables, comme le coronavirus, comme quoi que ce soit, vont toujours venir. L'essentiel, le secret, c'est juste de toujours être prêt à s'adapter. Vous savez, le coronavirus, aujourd'hui, c'est un facteur incontrôlable. Personne ne peut le contrôler, personne ne peut le maîtriser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que s'adapter. Et ça, c'est le premier enseignement que moi, j'ai connu du management. L'entreprise évolue dans un environnement. L'environnement externe ne présente que des facteurs externes incontrôlables. Ce sont les acts of God. Vous n'y pouvez rien. Lorsqu'il pleut, qui peut quelque chose? Personne. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. Soit on rentre chez soi, soit on prend une sorte de parapluie. Donc, c'est ce que je veux dire aussi aux entreprises. Maintenant, est-ce qu'il faut faire disparaître les boutiques physiques pour beaucoup plus le numérique? Il faut attendre pour voir le contexte et s'adapter par rapport au contexte. Et aussi essayer de voir comment développer des mécanismes de flexibilité. Okay? Les mécanismes qui nous permettent de réfléchir rapidement, réactivité, okay? Pour être capable d'adapter. Mais maintenant, pour être capable de s'adapter rapidement, il va falloir connaître votre environnement. Il va falloir connaître votre marché. Il va falloir connaître vos clients et vos concurrents pour essayer de développer ce genre de réflexe. parfait, parfait. Très bien. Donc, voilà, je pense que c'est une réponse pardon, très claire en ce qui concerne ce volet-là. Donc, Mhm. c'est principalement en termes de réponse aussi à toutes les entreprises où l'expérience entrepreneuriale, on y trouve forcément le risque. Donc, c'est vraiment, on doit être prêt à répondre au risque, on doit prévenir aussi le risque. Et je pense que c'est le corona ou le Covid-19 est une leçon de vie. Mhm. C'est vrai personnel, mais sur le plan entrepreneurial aussi, ça fait partie de l'expérience. Mhm. Parfait, je pense qu'on peut ouvrir le débat. Donc, pour tous nos participants, vous avez un petit bouton au niveau de vos écrans, au niveau des commandes, où vous pouvez cliquer pour lever la main
Et je pense qu'un des animateurs ou co-animateurs pourra vous donner la parole pour pouvoir poser toutes vos questions si vous souhaitez intervenir via vos micros. Sinon, si vous souhaitez poser vos questions via le chat, vous êtes aussi les bienvenus, vous pouvez le faire. Voilà, en attendant, pour vous donner un petit peu de temps, moi j'ai une autre question qui, voilà, je pense que Leïla, elle va s'en occuper, donc merci beaucoup Leïla. En attendant, voilà, je pense qu'on a déjà une première question de la part de Zakia. Zakia, voilà. Bonjour. Bonjour Bonjour. Zakia. Bonjour tout le monde. Bonjour Yassine. Bonjour Naam, Madame Faye. exactement. Mam, Oui. Yudo. Mhm. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont très intéressantes. Je me présente. Je m'appelle Zakia Saoura. Je suis doctorante en 2e année en entrepreneuriat digital. Je vais être bref avec technologique et aussi pendant cette crise, nous remarquons beaucoup de startups digitales qui sont nées. Ma question est, est-ce que l'opportunité qui crée l'entrepreneur ou bien le contraire, c'est le bon entrepreneur avec le bon profil et l'esprit d'entreprendre qui crée l'opportunité. Zakia, C'est tu n'es une pas question gentil, hein? polémique. Ah, ça, tu n'es pas gentil, là. Bon, je vais dire les deux. Je vais dire les deux. Vous Oui, savez, et peut-être ça peut marcher dans les deux sens en fait. voilà, c'est pourquoi je vais te dire, je vais dire les deux. Les deux, pourquoi? Premièrement, moi, quand j'enseigne l'entrepreneuriat, je dis toujours aux entrepreneurs, il faut savoir observer votre environnement. L'entrepreneur, c'est celui qui apporte des solutions. Mais si jamais maintenant vous dites que c'est vous qui créez l'opportunité, en quoi vous avez apporté une solution? Par rapport à quoi? Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on essaie de voir l'environnement, comment ça se présente. Aujourd'hui, Covid, personne n'en veut. Mais si jamais je suis entrepreneur, je vais voir Covid comme une opportunité pour moi de faire une entreprise digitale et autres. Donc, vous voyez. Et aussi, et pourquoi je dois dire que c'est l'entrepreneur qui crée l'opportunité, c'est l'entrepreneur qui valorise quelque chose en opportunité. OK? Aujourd'hui, le coronavirus ne nous a amené que des problèmes. Mais l'entrepreneur peut se dire que moi, je refuse de voir euh, le fait que ce ne sont que des problèmes. Pour moi, je préfère les considérer comme des opportunités sur lesquelles je peux me baser pour apporter une solution. Et la solution peut être la création d'une start-up digitale, la solution peut être la création d'un produit bien d'un service, mais qui vise à résoudre un problème qu'on a identifié, qu'on a observé dans notre environnement. Vous savez, la pertinence d'entreprendre se trouve au niveau de votre environnement. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez noté, identifié, qui pose problème et qui n'a pas eu de réponse? Et vous, en quoi maintenant, comment allez-vous essayer de voir qu'est-ce qui pourrait le résoudre, valoriser ça sous forme de start-up digital ou bien de produits ou bien de services? Je peux dire qu'aussi, sans opportunité, il n'y a pas d'entrepreneur. Sans opportunité, il n'y a pas d'entrepreneur. OK? Et aussi, l'entrepreneur est là pour changer tous les problèmes en opportunité. Maintenant, l'un ou bien l'autre, je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est comme ça que je veux dire. C'est comme si c'était des jumeaux, en fait. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et même si aussi, soit on voit des problèmes, soit on voit des choses qui sont faites, comme par exemple, si vous venez à Dakar, je peux parler du transport public. Il est déjà satisfait, mais il n'est pas bien satisfait. Il est mal satisfait. Un entrepreneur peut voir sur le fait que le transport public est mal satisfait, il peut le voir comme une opportunité, et pourtant c'est un problème. Il peut le voir comme une opportunité et dire oui, pourquoi pas ne pas créer ça et ça et ça va nous permettre de pouvoir. Okay? Donc ça veut dire que si jamais il n'y avait pas cette opportunité-là, en quoi je peux me vanter d'être un entrepreneur? Donc je pense que ce débat-là, ce qui est beaucoup plus important, c'est la solution, en quoi j'ai pu apporter une solution qui a pu améliorer les conditions de vie, bien les conditions de travail ou bien un environnement. Mais aussi, si jamais vous dites que c'est l'entrepreneur qui crée l'opportunité, mais aussi sans opportunité, il n'y a pas d'entrepreneur. Hein? En Zakia.
Parfait. Je pense qu'on a une question, une deuxième question. Je pense que la réponse est claire. Donc, Zakia te remercie sur le chat. Mhm, Leïla, je pense à une question. Oui, Leïla. mhm, Oui, merci Essine. Moi, j'ai une question parce que là, cette période de crise, ça a permis d'une manière ou d'une autre aussi de développer notre capacité de production en tant que nation sur des choses qu'on n'a jamais produites peut-être avant. Et mhm, les entreprises, ils sont en train de se développer et s'adapter. Mais la question, c'est que après, c'est bien de produire, mais c'est-à-dire après Corona, après confinement, lorsqu'on va passer cette crise, normalement, l'idée, c'est de partir et exporter ça vers l'extérieur. Quelquefois, mhm, on a des entreprises qui n'ont jamais fait de l'export, qui ne comprennent pas aussi comment faire ou créer une stratégie d'export ou une stratégie avec une vision multinationale, spécialement pour l'Afrique, parce que d'une manière ou d'une autre, on peut trouver des études ou des choses sur les États-Unis, sur l'Europe, parce qu'il y a pas mal d'études, mais pour l'Afrique, ça veut dire que si on veut comprendre notre communauté ou mhm, nos clients potentiels, il faut qu'on cherche l'information. Donc, pour mhm. cette situation, quels sont tes conseils, c'est-à-dire pour une entreprise qui veut se lancer vers ce marché? Et si tu as aussi des éléments spéciaux par rapport aux autres pays de l'Afrique, parce que nous, on a beaucoup de relations, mais principalement en Nord-Afrique. Donc, si tu Mhm. peux partager ça avec nous. Merci. OK. Ça veut dire que ceux qui sont en train de se lancer dans la production, j'ai vu que aussi même le Maroc est en train de vouloir se lancer dans l'exportation même de masques, ce qui est déjà en rupture en Europe et la Chine est en train de leur fournir tout ça. Je pense que il y a aussi l'effet mode. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui a créé ce besoin-là. Il y a aussi l'effet mode. Et maintenant, l'effet mode, ça peut être quelque chose d'éphémère, comme ça peut après créer un secteur. Et si jamais aujourd'hui je vois des entreprises marocaines en train de vouloir l'exporter, ça veut dire que ça peut créer un secteur, OK, qui peut durer dans le temps. Et toutes ces initiatives, moi, je pense qu'elles sont à saluer parce qu'aujourd'hui, si jamais on veut avoir un regain économique au niveau de l'Afrique, il va falloir qu'on puisse encourager toutes ces entreprises, OK, à pouvoir exporter, à pouvoir faire aussi de la production de masse, non seulement pas à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et aussi, il faut qu'il y ait entre les pays une certaine solidarité économique qui fait qu'aujourd'hui, on peut recevoir ou bien acheter des masques du Maroc et aussi le Maroc peut acheter d'autres choses du Sénégal, etc., etc., au lieu d'attendre juste que la Chine nous fournisse les masques et autres. Pourquoi? Parce qu'en période de crise, tout va manquer et c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Et aussi, moi, je pense que aussi la crise du coronavirus nous a permis de se rendre compte qu'on avait d'autres compétences et aussi de se rendre compte qu'on avait des entreprises qui pouvaient se redéployer dans d'autres secteurs en un temps record. Et sans pour autant que cela ne nécessite un lourd investissement, de gros investissements et autres. Moi, je dirais que la COVID aujourd'hui a testé notre capacité de résilience, que ce soit à un niveau individuel ou bien que ce soit au niveau des entreprises. Et les initiatives privées au niveau des entreprises comme au niveau individuel, elles sont toutes à saluer à travers toute l'Afrique. À travers toute l'Afrique, ce que je peux dire comme ça. Et aujourd'hui, le fait qu'on veuille maintenant exporter, il va falloir que l'Afrique, il va falloir qu'aussi les pays puissent faciliter cet export-là à ces différentes entreprises, tout en essayant aussi de respecter les termes du commerce international, essayer de voir comment alléger et autres, comme on est en période de crise. Et la dernière fois, je voyais dans un de vos webinaires qu'il y en a qui ont essayé de se redéployer dans d'autres secteurs, mais l'État a tapé sur leurs doigts pour leur dire que non, ils n'ont pas l'agrément et autres. Euh, je ne pense pas qu'on doit décourager les gens, mais aussi je ne pense pas qu'on doit aller en rang dispersé. Même si on doit se reconvertir, même si on doit faire des actions spontanées, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art pour nous permettre de pouvoir gagner. Et la dernière fois, je disais dans un des autres webinaires, allons-y pas à pas car on est pressé. Il va falloir qu'on le fasse dans les règles de l'art. Mais il va falloir aussi qu'il y ait vraiment une volonté institutionnelle des pouvoirs publics. Il va falloir aussi qu'il y ait une réelle volonté institutionnelle de la part des entreprises pour pouvoir y aller ensemble.
Parfait, parfait. Donc, Mhm. exactement. Il faut que tout le monde puisse donner du sien pour que la crise puisse Voilà, voilà. avancer, pour qu'on puisse vraiment sortir avec le moins de dégâts possible. Mhm. Je pense qu'on a une question de d'Enes. Mhm. Oui, Enes. Oui, alors tout d'abord, je tiens un remerciement pour la qualité de son intervention. Donc, c'était Mhm. très enrichissant. Merci beaucoup. Et merci aux organisateurs aussi. Alors, ma question est par rapport aux objectifs. Nous savons Mhm. tous qu'avant la pandémie, enfin, toutes les sociétés ont fixé les objectifs de leurs employés. Mhm. D'accord? Et puis là, vu que enfin, pratiquement il y avait un arrêt d'activité ou semi-arrêt, est-ce que les sociétés doivent revoir les objectifs de leurs employés dans cette période où il n'y avait pas d'activité, c'est-à-dire je veux dire après la fin de la crise sanitaire, et Mhm. quel serait l'impact sur les ventes et le chiffre d'affaires, s'il y aura un impact, bien sûr. Ok. Euh, Merci à Abou Anas pour ça. Je vais vous informer que toutes les entreprises seront affectées par la crise. Aujourd'hui, regardez, il y a quelques secteurs qui continuent toujours, c'est l'agroalimentaire. Mais aujourd'hui, vous prenez Auchan, vous prenez Casino qui font de l'agroalimentaire, c'est pas tous leurs produits qui sont achetés, seulement euh, l'alimentaire, seulement les détergents, mais tous les autres produits ne sont pas achetés au niveau de ces supermarchés. Vous allez prendre aussi des secteurs qui sont moins touchés. Donc, vous savez, la crise va toucher tout le monde, mais à des degrés différents. Il y a des degrés moindres, comme par exemple l'agroalimentaire, la digitalisation, les jeux vidéo, les ordinateurs et autres. Maintenant, on aura beau acheter un ordinateur, mais qui va faire la livraison? Si jamais c'est import-export, je ne pense pas. Et aussi, qu'est-ce que je pouvais dire? Il y a aussi d'autres secteurs qui sont vraiment fortement touchés, que ce soit l'hôtellerie, le tourisme. Ok, il y a beaucoup qui ont été fortement touchés et autres. Aujourd'hui aussi, après la reprise, il va falloir revoir tout. Je ne veux pas décourager pour dire repartir à zéro, mais il va falloir qu'on revise pour voir ce qu'on voulait faire et maintenant nous adapter par rapport au contexte. L'après-Covid sera là, il va falloir qu'on tire le bilan, il va falloir qu'on essaie de voir quel contexte va nous offrir l'après-Covid pour qu'on essaie de voir quoi faire. Et sur la base du contexte qui va prévaloir, c'est là-bas où il va falloir voir les objectifs de tous les employés et même les objectifs organisationnels de votre entreprise pour essayer de s'adapter à votre contexte. Il y en a qui vont fermer, il y en a qui vont se reconvertir carrément, il y en a qui vont y aller dans un élan hybride. Ça veut dire physique et digital en même temps, pour parer à toute éventualité. Il y en a aussi qui voudront le faire, mais n'auront pas les moyens de le faire. Il y en a qui voudront le faire et puis pourront le faire. Donc, vraiment, il y a une panoplie de scénarios et on sera édifié ce sera juste après l'après-Covid, pendant le contexte qui va prévaloir. Maintenant, si jamais vous voulez vraiment sauver votre peau, c'est juste s'adapter. Juste s'adapter. Ça veut dire vraiment faire une lecture objective de la situation. J'ai bien dit objective de la situation. OK? Pour essayer de voir maintenant, voilà. L'après-Covid, c'est ça. C'est ça qui prévaut. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et même dans ce sens-là, même si vous devez revoir les objectifs des employés, il va falloir les impliquer pour qu'ils puissent voir eux aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'ils souhaiteraient mieux faire, bien apporter de plus à l'entreprise. Je pense que ce sera dans une approche participative, inclusive, impliquer les employés, même si c'était des objectifs individuels, mais il va falloir les reviser ensemble avec nous. Anas, vous avez parfaitement raison. Il faut vraiment reviser les objectifs. Pourquoi? Parce que les objectifs, lorsqu'on les fixait, c'était par rapport à un contexte. Aujourd'hui, ce contexte-là n'est plus parce qu'il n'y avait pas le coronavirus. Aujourd'hui, il y a le coronavirus et toutes les conséquences et l'impact que ça va causer. Donc, c'est forcé de revoir les objectifs par mesure de prudence, mais aussi de pertinence. Parfait. Donc, effectivement, le Covid n'a épargné personne et l'adaptation n'est plus un choix, mais c'est plutôt une obligation. Je vais traiter une question très rapidement, mais en attendant, je vais formuler la question de Zineb dans quelques instants. Je vais poser une autre question relative
à cette période actuellement. Donc, c'est une période qui est aussi caractérisée par tout ce qui est intox, tout ce qui est rumeur. Et je pense que ça affecte beaucoup d'entreprises ou quelques-unes des entreprises. L'idée serait comment pourrait-on prévenir et répondre à ces formes de rumeurs, d'informations fausses ou d'intox. Une information se vérifie toujours. Donc, vous voyez, lorsque vous collectez une information, c'est pourquoi on parle de traitement de l'information. Lorsque vous collectez une information, il faut la traiter, voir la véracité, la source, pour voir si c'est avéré ou pas. Quand je parlais tout à l'heure de collecter des infos, ce n'est pas collecter à tort et à travers. Même les sources de collecte, là où vous allez collecter de l'info, elles doivent être des sources crédibles. OK? Il y a des sites qui sont des sources crédibles et il y en a d'autres qui ne sont pas crédibles. Et la majeure partie du temps, parfois, et c'est ça qui est malheureux, nous tous, notre premier réflexe, c'est d'aller nous ressourcer au niveau de Facebook. Or, Facebook, c'est comme une sorte de tribune où tout le monde, chacun parle de son point de vue et autres. Et le point de vue des uns et des autres peuvent ne pas être la bonne information. Donc, pour aujourd'hui collecter la bonne info, il faut regarder les sources. Là où vous allez pour puiser les sources. Si elles sont crédibles et autres, là, c'est bon. Si elle n'est pas crédible du tout, si vous ne pouvez pas faire la traçabilité pour voir la source, de grâce, soyez prudent, ne l'utilisez pas. Il faut vraiment être sélectif, okay, dans la collecte comme dans le traitement des informations. Pourquoi? Parce que la collecte d'informations après COVID ou bien pendant même la phase de confinement, la collecte d'informations complète est vraie. C'est comme ça que je vais dire. La collecte de bonnes infos et des informations complètes va vous permettre, vous allez considérer la collecte comme un outil d'aide à la décision. OK? Et si jamais maintenant vous voulez que la collecte de vos infos vous aide à décider, il va falloir que les informations soient complètes et vraies. Si jamais les informations ne sont pas complètes, elles ne sont pas vraies, elles sont fausses, alors là, vous allez fausser tout votre plan stratégique qui est basé que sur une source qui était fausse. Et c'est ça qu'il faut éviter. La collecte d'infos aujourd'hui, vous devez la considérer comme un outil d'aide à la décision, mais de grâce, ayez un regard vigilant sur la source, là où vous êtes en train de collecter ou bien de puiser l'information. Si jamais c'est une source avérée et crédible, là, vous pouvez vraiment vous y lancer. Si jamais ce n'est pas le cas, il va falloir vraiment être prudent. Parfait, parfait. Donc, je rejoins le commentaire de Zineb avant de poser sa question. Donc, elle te remercie pour la qualité de l'intervention. Elle a dit qu'elle suit avec attention. Et je pense que c'est le cas de tous nos participants. Merci. Donc, avant de clôturer, je te remercie pour rebondir sur son commentaire. Après, je vais poser sa question. Donc, la question, elle concerne, je pense qu'elle est dans le secteur de la formation et de l'enseignement. Et la question est par rapport à la réticence au changement. Pour sa cible, c'est une cible qui avait depuis toujours témoigné d'un intérêt particulier pour le présentiel. Mais après, avec la situation actuelle, il y a une catégorie déjà qui a pu suivre le changement, qui a opté pour le digital et avec qui elle a pu s'entretenir et garder l'élan de ses activités. Et il y a une deuxième catégorie qui on va dire, témoigne et qui éprouve une certaine forme de réticence au changement. Donc, sa question est que pourrait-elle faire pour maintenir, on va dire, cette catégorie, quoi qu'elle éprouve cette réticence au changement et à sa nouvelle stratégie? Je la comprends parfaitement. Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est pourquoi tout à l'heure, je disais qu'il y a les clients traditionnels qui ne voudront pas aller en ligne. Ils vont aller à la boutique. Donc, il faut toujours avoir à l'idée que il y aura toujours des clients traditionnels qui ne vont jamais chercher à changer. Et à cette question, je dirais que c'est à elles de les amener tout doucement vers le. Maintenant, c'est à vous de savoir, c'est à elles de savoir, est-ce qu'il ne faut pas aller sur un support hybride? C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais du support hybride. OK? Mixer un peu présentiel et numérique. Ça veut dire commencer à faire 20% de numérique, 80% de présentiel. Vous savez, si jamais le basculement est trop brusque, là, ils vont être réticents et se rétracter. Mais il faut le faire en douceur. C'est pourquoi tout à l'heure, je ne disais pas d'agressivité. Faites-le avec humanité, avec empathie. Mais aussi expliquez-leur la pertinence de le faire en ligne. Okay? Et vous commencez à leur donner en petite dose et de leur faire aimer ça. Mais aussi, essayez de savoir pourquoi ils refusent ce changement-là. Okay? Si jamais vous savez pourquoi ils refusent ce changement-là, là, vous aurez les arguments à leur dire. Mais le fait qu'ils ne se connectent pas ne veut pas dire qu'ils refusent.
Peut-être qu'ils ne voient pas l'intérêt, ou bien peut-être qu'ils ne voient pas la pertinence. Essayez d'en discuter avec eux et vous leur dites, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire 10%, 20% de numérique et 80% de. Essayez de commencer avec un support un peu hybride avant de verser directement soit dans le numérique, soit dans le présentiel. Je vais vous dire une chose aussi. Moi, j'ai fait mon doctorat avec peut-être 60% numérique. Okay? Et bon, ça fait un bon bout de temps, ça fait beaucoup d'années de cela et autres. Mais si jamais aujourd'hui je proposais cette solution à quelqu'un, quelqu'un allait refuser du doctorat 70-60% numérique, non. Mais c'était mixé. Okay? C'était mixé pour montrer qu'il y avait du présentiel. Mais comme j'avais déjà un boulot au Sénégal et que je faisais mon doctorat aux États-Unis, je ne pouvais pas faire les allers-retours. Donc, ce genre de format ça était adapté était adapté à mon rythme à mon rythme professionnel, au fait. Maintenant, vous savez, tout changement que vous faites, toute adaptation que vous faites, c'est pourquoi tout à l'heure, dans tout mon discours, j'ai parlé de communiquer sur vos adaptations. Si vous ratez cette communication sur vos adaptations, les clients ne vont pas vous comprendre, ils vont se rétracter et à la longue, ils vont aller voir le concurrent. C'est pourquoi je dis qu'il faut communiquer avec le client, lui faire savoir que oui, on est en période de crise. Maintenant, pour lui assurer un service 100%, valide, 100% efficace, nous allons aller vers. Maintenant, si jamais, même si on sait que c'est la première fois qu'ils vont utiliser le numérique, ils seront accompagnés. Il y aura une assistance. Il faut les rassurer. Un client, il faut le rassurer. Vous ne le rassurez pas, il va chercher ailleurs. Aujourd'hui, ceux qui sont réfractaires, essayez de savoir pourquoi ils sont réfractaires, essayez de les rassurer, de les tester, de les accompagner dans ce processus et de leur dire oui, on peut même faire une simulation, une assistance pour voir. Si jamais ça marche, on peut commencer avec 10% de numérique, 90% de présentiel, 20%, etc., jusqu'à ce que vous allez sur un format qui les arrange tous et qui vous arrange aussi. Ne vous empressez pas vers une digitalisation parce que tous les clients, il y en a, moi, je vais vous dire une chose, moi, je ne suis pas très, très digital. Pourquoi? J'adore la chaleur humaine. Aujourd'hui, digitalisation, jusqu'à aujourd'hui, hypothéquer la chaleur humaine, jusqu'à aujourd'hui, oublier que nous sommes des êtres humains, ce serait vraiment dommage. Donc, il faut vraiment faire jouer, il faut vraiment équilibrer les choses, aller dans le, mais pas digitaliser, pas tout digitaliser quand même. Ou bien vous empresser. Voilà. Ça. Donc, l'équilibre. Voilà, il faut faire l'équilibre. Voilà, parfait. Moi, je pense que je vais enchaîner avec une question qui s'imbrique en quelque sorte et qui rejoint le dernier point qu'on était en train de discuter, le fait de mixer, le fait de diversifier. Et il y a Jafar qui nous pose une question concernant cette période de crise. C'est une période où, en quelque sorte, je veux dire que le revenu peut être ne pas le même, le chiffre d'affaires peut diminuer, peut vraiment connaître des baisses considérables. Sa question concerne la diversification de revenus dans le secteur des formations. Donc, lui, il veut savoir ou il veut connaître s'il y a des moyens et qu'est-ce que tu penses même de la diversification du revenu au niveau du secteur de formation. Est-ce que c'est primordial de diversifier? Est-ce qu'on peut se permettre de diversifier durant cette période? Est-ce que c'est une nécessité ou c'est plus une option? Oui, mais bon, c'est lui qui peut savoir dans le secteur d'activité dans lequel il est en train d'évoluer. Maintenant, est-ce que je vais parler, bon, diversification, ça peut être possible. Supposons qu'aujourd'hui, je faisais des cours en ligne, je faisais des cours en présentiel, pourquoi pas ne pas le faire en ligne? Comme en ligne, je peux le faire, je peux faire des vidéos, des webinaires, des MOOC aussi. Mais est-ce que vous pouvez faire tout en même temps? N'oubliez pas que tout à l'heure, on a dit, il va falloir évaluer votre budget. Si jamais cette diversification a un coût, il va falloir essayer de voir est-ce que c'est pertinent pour vous de diversifier. Est-ce qu'en diversifiant en cette période, ça permet d'avoir des rentrées d'argent? Là, ça peut être possible. Est-ce que aussi vous avez les moyens et la connaissance et les matières premières, et la matière grise pour pouvoir diversifier? Tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut savoir répondre. Ne diversifiez pas pour le plaisir de diversifier. Si jamais vous diversifiez pour tester, là, peut-être oui. Mais si jamais cette diversification aussi implique un investissement, dont le retour sur investissement va poser problème, je ne sais pas. Parce que vous êtes en période de crise, vous avez besoin de cash. Okay? Est-ce que c'est la période de tester? Maintenant, vous pouvez vous diversifier comme des services supplémentaires qui ne vous coûtent rien, ni en temps, ni en investissement. Là, ça peut être possible. Ça peut vous permettre même d'être une vanne pour tester,
pour l'après-Covid, est-ce qu'après, vous pouvez continuer? C'est ce que beaucoup de personnes sont en train de faire. Aujourd'hui, on a des entreprises qui font les masques, on a des entreprises qui font les gels aseptisants et autres, mais dans la vie normale, dans la vie réelle, ce n'est pas ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'aujourd'hui, Corona est là, ce sont des matières dont on a besoin, ils se sont dit pourquoi pas ne pas le faire. Mais c'est parce que aussi leur système de production peut leur permettre de le faire parce que c'est flexible. Mais parce que aussi en le faisant, ça leur permet non pas d'atteindre les chiffres d'affaires qu'ils auraient voulu en période hors Covid, mais ça leur permet au minimum d'atteindre la moitié de leur chiffre d'affaires au lieu d'avoir que 0 franc. Tout ça, ce sont des questions stratégiques auxquelles il faut réfléchir, mais chaque acte que vous allez poser, essayez de vous demander pourquoi vous le posez et qu'est-ce que vous y gagnez en retour. Jamais ce que vous y gagnez en retour n'est pas du tout gratifiant. De grâce, épargnez vos énergies et allez les allouer dans un autre secteur, soit en communiquant ou bien en gardant le lien avec vos clients, soit en allant collecter beaucoup plus d'informations pour ça. Toutes les questions stratégiques, il va falloir y aller mollo-mollo, et même si vous en avez, essayez de voir combien ça va me coûter et qu'est-ce que je peux en gagner tout de suite. Si jamais maintenant c'est vraiment positif, alors là, vous lancez. Si vraiment c'est flou, attendez un peu avant de vous lancer. Voilà, je pense que Khaled vient d'intervenir. Je pense ce qui n'a pas levé la main, je n'ai pas sûr qu'il voulait avoir le micro, mais il a témoigné de l'intérêt de bien expliquer sa question. Je pense que je l'ai déformé en quelque sorte. Donc, je pense qu'on va lui accorder l'occasion de... Elle est un peu délicate et après, il s'est trouvé que j'ai perdu la connexion le moment où tu as posé la question. Donc, c'était juste une petite coïncidence. Merci, vraiment grand merci pour vos efforts, votre temps précieux. Je voulais juste effectivement clarifier cette question qui est un petit peu complexe, j'avoue, parce qu'entre la concentration et la diversité, il reste un petit peu le dilemme de tout entrepreneur. On sait tous, je pense, que la concentration est la clé de toute réussite. Il n'y a pas une personne, je pense, au monde qui a vu la grandeur sans se concentrer, sans concentrer ses efforts et sa destinée dans un central chef. On en est conscient. Mais j'étais juste curieux par rapport aux participants, surtout qu'il y a des participants qui sont dans l'industrie du business of knowledge, dans l'industrie de la connaissance, de la formation. Il y a en tout cas dans le marché marocain, souvent cette ère qui dit que les gens beaucoup investissent surtout dans la formation du développement personnel, mais en ayant d'autres petites sources de revenus, parce que le secteur de développement personnel au Maroc, il n'est pas le plus rentable, un petit peu grand défi, ça prend du temps pour mettre en forme, etc. etc. Donc, ils ont d'autres formations parallèles, comme je pense M. Anas a dit, donc l'IT, des formations dans l'informatique, des formations dans la comptabilité et autres. Donc, c'est une diversité dans ce sens, c'est-à-dire que pour les gens qui investissent dans des programmes, personnellement, moi, je suis dans un secteur assez précis dans le développement personnel. J'ai dû diversifier un petit peu ma stratégie dans le sens où je table sur d'autres sources de revenus, comme par exemple la recherche et des partenariats avec des universités, des chercheurs mondiaux qui donnent des subventions, de l'argent pour des programmes de recherche précis. Ce n'est pas peut-être notre meilleure passion, mais c'est une source de revenus. L'État marocain a besoin d'un certain nombre de programmes et de formations dans une source précise ou un secteur précis, on va un petit peu céder, on va donner des formations qu'on n'aime pas peut-être le plus, mais en même temps, ça va être une source de revenus pour développer des choses qui nous passionnent un petit peu entre ce que je peux, ce que je veux, ce que je peux. C'est un petit peu ça. Donc, c'était juste aussi pour arriver à la question. S'il vous plaît, si vous pouvez nous enrichir, j'en serais très reconnaissant de votre propre expérience, Madame Docteur Mami, Monsieur Yassine, Monsieur Anas. Est-ce que vous avez eu ce défi dans le secteur de la formation, un petit peu entre ce que je veux, ce que je peux, diversifier un petit peu, aller dans des choses qui sont rentables et marier entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez? Est-ce que ça a été le défi que vous avez eu de votre propre expérience? Et merci. Yacine, j'y vais ou pas? Je te laisse passer. Oui, je pense qu'il a très, très bien expliqué sa question. Donc, voilà, je te cède la parole pour pouvoir répondre. Je pense qu'il a bien exposé la question, surtout par rapport aux facettes qui l'intéressent. Oui. Moi, j'ai été un peu dans son cas. J'ai été un peu dans son cas, parce que je suis dans le secteur de la formation. Il y a des choses que j'adore et autres. Mais de vous à moi, j'ai toujours été un rat de bibliothèque. Okay? À l'université, j'étais un rat de bibliothèque. Partout où vous voyez, j'étais à la bibliothèque et autres.
Et si jamais je dois parler de mon cursus, je n'aime pas en parler trop, mais bon, je vais juste ouvrir un petit pan pour vous l'expliquer. J'ai toujours été passionnée, donc j'ai toujours été passionnée dans tout ce que je suis en train de faire. Et tout à l'heure, quand je dis que j'ai été rat de bibliothèque et autres, euh, euh, j'ai fait des études en anglais pour avoir une maîtrise en anglais parce que je me disais que si jamais je comprends mieux l'anglais, ça pouvait m'ouvrir beaucoup d'horizons que je pouvais exploiter. Et après avoir aussi eu une maîtrise en anglais, je suis partie faire un master en marketing, marketing, communication, management. Et c'est ça qui fait que lorsque je parle du marketing, je suis comme une fusée parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je vis et autres. Okay? Donc, j'ai eu à enseigner pendant beaucoup d'années le marketing et autres. Et après, je me suis rendu compte que dans le secteur de la formation, il fallait développer une certaine casquette de polyvalence. Il fallait être polyvalent dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Et après, j'ai commencé à m'investir dans le secteur de l'entrepreneuriat et j'étais obligée d'aller faire un autre master en management et organisation en Afrique, ensuite un MBA en stratégie. Et ça me permettait de pouvoir compléter ce que j'avais appris en marketing et autres. Et aujourd'hui, le background que j'avais eu en anglais m'a beaucoup servi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de marketing, tous les ouvrages en marketing, les meilleurs, et que ça soit aussi en stratégie, tout ça était en anglais. Donc, j'avais déjà cette prédisposition à pouvoir faire beaucoup de recherches en anglais et autres. Mais dans le secteur de la formation, diversification, je dirais oui. Et c'est ce que j'appelle la polyvalence intellectuelle. Pourquoi? Parce que pour se faire un nom, pour se faire vraiment une marque dans le secteur de la formation, il va falloir que vous ayez une culture générale assez diversifiée. Et c'est ça qui va faire de vous que vous ayez une marque ou bien que votre nom même puisse peser l'eau. C'est ensuite, après avoir eu toutes ces fait les 4 diplômes de master là, après les avoir faits, un an après, je suis partie faire un doctorat, un PhD en Business Administration aux États-Unis pour pouvoir aussi couronner toutes ces études que j'ai faites et qui pouvaient aussi me légitimer. Si jamais je voudrais former dans les différents secteurs comme le marketing, comme la stratégie, comme le leadership, l'entrepreneuriat et autres. Et aujourd'hui, diversifier vos sources de revenus, c'est très normal. Moi qui vous parle, que ce soit moi, que ce soit mes pères, il y en a même qui ont d'autres activités personnelles qui leur permettent de pouvoir le faire. Aujourd'hui, diversifier, que ce soit en temps de crise, même hors crise, c'est toujours bon. Et lorsqu'on est dans le secteur de la formation, moi en tout cas, je salue la polyvalence intellectuelle. Mais aussi, il ne faut pas tomber dans le piège de monsieur connaît tout ou bien madame connaît tout. Okay? Dans tous les secteurs dans lesquels vous allez vous aventurer, c'est parce que vous vous êtes bien formé. Si jamais vous ne le faites pas, votre tour va arriver parce que vous serez devant un gourou de ce domaine-là et il va vous montrer que vraiment, vous êtes en train de raconter votre vie. Et après, maintenant, au fil des ans, mon université a voulu que je continue. Je leur ai dit non, parce que je ne peux pas aujourd'hui être experte de plus de 6 matières. Donc, il y a où quelque part, je suis en train de raconter ma vie. Il arrive à un moment, il faut faire preuve d'humilité et de modestie, même si on est polyvalente, mais de continuer maintenant à faire son chemin dans ces matières-là et maintenant de s'en tenir qu'à là. Et les autres, quelqu'un d'autre pourra le faire. Mais pas être dans le secteur de la formation et tirer sur tout ce qui bouge et autres. Il va falloir qu'on puisse te référer. Quand on parle de marketing, qu'on sache que c'est Yacine. Quand on parle de stratégie, qu'on sache que c'est Mamioto et autres. Il nous faut aussi, nous aussi, grandir en gourou. Et je ne pense pas que le gourou soit quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et tout en même temps. Il va falloir se spécialiser sur 1, 2, maximum 4 et s'en arrêter là et devenir des gourous de ces 4. Parfait, parfait, parfait. Donc, la spécialisation est très importante d'après l'expérience de Mam. Je pense qu'on va clôturer avec une dernière question, pardon. C'est la dernière question, après quoi on va clôturer et je céderai la parole à Leïla pour nous parler un peu de la prochaine édition. Mais avant cela, on reste toujours avec la stratégie commerciale en crise. Et la question, c'est la question d'Adi. Adi, il nous parle du fait que ça rejoint un peu la partie où on a discuté, où on a parlé de l'importance de mettre en place une forme d'équilibre entre tout ce qui est digital et traditionnel. Et que post-Covid, il n'y aura pas que le digital, mais il y aura certainement des habitudes qui vont changer, d'autres qui vont rester toujours le même, d'autres qui vont un petit peu évoluer. Donc la question d'Ali, c'est en quelque sorte
ça rejoint tout ce qui est e-commerce. On sait que si on parle, par exemple, du contexte marocain, on sait que tout ce qui est paiement en ligne a connu une forme d'évolution, mais il reste quand même beaucoup d'efforts à mettre en place sur ce contexte ou sur ce domaine particulièrement. La question d'Ali, c'est quelle stratégie doit-on adopter pour qu'un client traditionnel puisse acheter en ligne? Donc, comment pourrait-on faire pour déjà le pousser, le mettre en place dans le mood et après le pousser à carrément faire une transaction ou effectuer une transaction en ligne? Donc, En tout c'est cas, assez... ils veulent forcément digitaliser les clients. Ils veulent vraiment les forcer. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais me répéter. Hein. Essayez de savoir pourquoi un client refuse d'utiliser le support digital d'abord. OK? Et sur la base de son inquiétude, vous essayez de lui faire un test. OK? Soit c'est une application sur son téléphone pour lui dire, regarde, c'est rapide, hein? Tu télécharges juste l'application. Si jamais tu veux payer, tu n'as qu'à appuyer là. Et d'un seul coup, nous, on va te livrer rapidement. C'est parfois aussi, ça dépend de la manière dont vous lui expliquez les choses de manière très terre à terre. Il y en a qui pensent que digital, vos données confidentielles sont mises à nu. Donc, il y a ça aussi parfois. Il y en a qui pensent que aussi c'est assez compliqué, mais c'est à vous de les rassurer. Vous savez, un client qui a peur, il faut le rassurer. Mais si jamais il sait que en utilisant ça, c'est non seulement mieux et plus rapide que ce que j'avais l'habitude de faire, il ne va pas hésiter 2 fois. Mais essayez de savoir pourquoi il refuse de se digitaliser et vous vous en rapprochez. Il faut vous en rapprocher. Ne lui parlez pas de loin. Il faut vous rapprocher de lui, discuter avec lui. Que pensez-vous d'un paiement digitalisé, etc. Et vous l'écoutez. Et jamais vous dites oui, et là, sur la base de ce qu'il va vous dire, vous allez essayer maintenant de le rassurer pour lui dire non, parce que si jamais vous faites paiement digitalisé, vos données personnelles sont conservées. D'ailleurs, même il y a une loi qui protège vos données personnelles, qui fait que moi, je ne peux même pas les utiliser. Donc, il va falloir le rassurer. Et aussi, il faut lui dire aussi que si jamais aussi vous payez par digit, ça vous permet d'avoir accès à un service beaucoup plus rapide. Et il y en a parfois, je ne sais pas si vous pouvez le faire ou pas, il y en a parfois qui disent que oui, si jamais vous payez de manière digitale, vous avez une remise de 10%. Ça aussi, c'est possible. Ça aussi, c'est possible. Regardez parfois, même les opérateurs de communication le font. Si je viens au Maroc, Orange ou bien c'est NG, Orange, quels sont les différents il y a Orange, Maroc Télécom, oui, Maroc Télécom, oui. Inouï. Voilà, c'est Inouï. Inouï vous dit oui, si jamais vous achetez par carte, je vous donne ça. Mais si jamais vous achetez par transfert, je vous fais une ristourne de 10%. Mais tout ça, vous pouvez le faire. Et quel client refuserait une réduction de 10%? Je ne le vois pas. Il n'y en a pas. C'est à vous de les rassurer, c'est à vous de savoir là où il faut toucher le doigt pour les amener à faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Mais pour maintenant savoir là où il faut toucher, pour l'amener à faire ce que vous voulez qu'il fasse, ça veut dire que vous devez le connaître d'abord. À un étranger, vous ne pouvez pas lui dire fais ça et qu'il fasse, sans pour autant jouer sur ses sensibilités, etc. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à vous maintenant de mettre soit des offres promotionnelles pour encourager les gens à. Et là-bas, vous devez faire de la stratégie où vous tirez le produit vers les clients. OK? Ça veut dire que vous leur dites que si jamais vous payez par en ligne, vous avez 10% de réduction, vous avez ça et ça. Il va se débrouiller pour faire le paiement en ligne. C'est à vous de le rassurer et de l'encourager. Parfait, parfait. Donc, je pense que c'est presque 2 heures de discussion, mais on a vraiment envie de continuer la discussion et d'en faire peut-être Moi 2 aussi, autres heures. moi aussi. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi-même, d'avoir aussi l'ensemble des participants qui étaient très à l'écoute et qui étaient vraiment très attentifs et qui posaient des questions vraiment pertinentes. Donc, merci vraiment à tout le monde. Si je suis amené à reparler un peu ou à reprendre les points essentiels à la discussion, je dirais que le client, vraiment, c'est le maître mot de la stratégie commerciale et c'est essentiel vraiment de lui accorder une attention particulière, de l'écouter, de pouvoir donc vraiment être au taquet avec lui et vraiment avoir l'ensemble des évolutions qui puissent surgir en ce qui concerne ses besoins. Il ne faut pas
avoir tendance à s'écouter en tant qu'entrepreneur, parce qu'on a tendance à le faire et à peut-être partir dans un élan particulier, mais l'idée ou le drive ou ce qui devrait vraiment nous driver, c'est le client, c'est ses besoins. Et voilà, donc pour ne pas trop m'étaler sur la clôture, je te remercie, Mam, encore une fois pour la qualité de la présentation, de la discussion. C'était un plaisir d'échanger voilà, avec toi. Moi, je me permets de te tutoyer. Ah oui, bien C'est... sûr, on est collègues, bien sûr. Oui, Et ça me fait plaisir. donc voilà, donc merci beaucoup, merci énormément et C'est moi, le plaisir voilà, est partagé. Merci. je passe la parole à Léla pour nous informer des webinaires suivants et Tu as été voilà, un merci bon, beaucoup. tu as été un bon modérateur. Merci. Merci, c'était un plaisir.